Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Prix, hein. On est très heureux de vous retrouver. Je vais pas vous le cacher, la petite semaine d'absence, ça fait plaisir de s'y remettre. Grand Prix, c'est votre talk 100% Formule 1, on le rappelle, tous les lundis, hein. Maintenant on va rester tous les lundis pendant encore pas mal de semaines ensemble à partir de 20h30 sur Twitch et évidemment sur Next Gen Auto. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, voilà, pour ceux qui ont eu la chance de prendre quelques petits jours de congé, des bons congés. Pour ceux qui sont encore au boulot, bon courage comme d'habitude bien sûr. On va vous parler de Formule 1 bien sûr pendant cette demi-heure. Merci beaucoup à De Fallon pour l'abonnement que tu viens de reprendre. Merci infiniment. Et du coup, voilà les amis, on est avec Manu comme d'habitude. Comment ça va Manu ? Écoute, ça va, salut à toi et salut à tous. On passe une pause estivale qui est quand même pas trop une pause avec beaucoup d'actu qui tombent et puis transfert 2022 qui se met en place. Donc finalement, pas mal de choses à dire malgré l'absence de Grand Prix les week-ends. Ouais, on vous rappelle, ça reprend un petit peu moins de 2 semaines avec le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et puis l'ami Franck également, monsieur Next Gen Auto, vous le voyez à son compte Twitter de toute façon. Et parmi nous, comment vas-tu ? Salut tout le monde, écoutez, ça va très très bien. Aussi pareil, quelques petits jours de repos, mais pas trop parce qu'effectivement l'actu a continué à tomber. Donc je pense que la pause estivale, en fait, c'est pour les équipes, mais c'est pas pour les journalistes. Ouais, complètement. On va vous parler des transferts pour commencer cette émission. Ensuite, on va vous balancer une plâtrée de news, à peu près. C'est-à-dire que voilà, non, par 2 semaines, voilà, c'est un désastre. Niveau news, ça tombe de tous les côtés. C'est assez extraordinaire. Salut, Chemin de la Manette, merci beaucoup pour ton abonnement avec Amazon Prime. On rappelle, c'est gratuit si vous êtes abonné à Amazon Prime. Ça ne coûte pas grand-chose, évidemment, et du coup, ça aide aussi le streamer. Donc c'est plutôt chouette. Et puis à la fin de l'émission, on fera un petit quelque chose de sympathique parce que, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Mais là, comme c'est certes beaucoup d'actualité, mais que le programme de l'émission est un petit peu plus light, on répondra à vos questions si vous en avez. Vous nous les mettrez dans le chat tout à l'heure et puis on répondra à vos questions sur le monde de la Formule 1. Là, vous pouvez y aller évidemment. Ce sera très large. Hein. C'est pas uniquement sur l'actu Formule 1, sur ce qui se passe en 2021. Si vous vous demandez pourquoi à l'époque il y avait un mulet, pourquoi il y avait un warm-up, tout ça, on n'aura pas forcément la réponse très précise, mais en tout cas, on vous apportera quelques éléments et après vous ferez évidemment votre opinion par vous-même. Et donc on va débuter les transferts. Hein. Bien sûr, on va débuter notre émission avec les transferts 2022. Alors on vous l'avait déjà dit précédemment, bien sûr. Voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup de changements, mais ça bouge actuellement. En tout cas, ça semble bouger du côté de chez Williams, qui n'a toujours pas, évidemment, confirmé l'intégralité de son line-up. Ils attendent aussi un petit peu de savoir ce qui va se passer chez Mercedes. On en parlera de George Russell, bien sûr. Mais du coup, ce week-end, ce dimanche, le pilote néerlandais Nyck de Vries est devenu champion du monde de Formule 1, premier champion du monde de l'histoire de la discipline d'ailleurs. Et vous allez me dire pourquoi ils parlent de Formule 1 alors que pourtant ils sont dans un talk F1, parce que Nyck de Vries serait l'un des prétendants maintenant au baquet qui serait libre aux côtés de Nicolas Latifi chez Williams. Manu, alors Nyck de Vries, on rappelle, il a 26 ans, le pilote néerlandais. Est-ce que ce serait pour toi une recrue de choix ? Est-ce que tu penses déjà qu'il y a vraiment des contacts ? Est-ce que c'est vraiment très, très proche ? Ou alors pas forcément si avancé qu'on nous le ferait croire ? Je pense qu'il y a des contacts puisque Nyck de Vries est un pilote Mercedes qui est quand même un partenaire très, très important pour Williams, donc de toute façon le pont est là facilement. Après, la question c'est de savoir à quel point il y a des contacts avancés. C'est vrai que pour l'instant il avait son programme en Formule 1, probablement qu'il avait envie de remporter le titre, Mercedes aussi, parce que c'est quand même un gros projet pour eux en parler de la F1. Maintenant, c'est vrai que pour eux ce serait aussi peut-être intéressant justement de pouvoir placer un autre pilote. Alors, c'est pas vraiment un pilote élevé par la filière Mercedes, mais maintenant, c'est un pilote qui fait partie de Mercedes quand même, mais ils ont potentiellement besoin. Si George Russell part et va chez Mercedes, donc ils ont vraiment un line-up Mercedes d'un côté, et de conserver quand même un pilote un peu, badgé Mercedes dans une autre équipe, parce que mine de rien, ça veut dire que pour l'instant, ils n'auraient plus personne en attendant les futurs recrues qui sont en karting, en F3. Donc, c'est vrai que je pense que ce serait intéressant pour eux, justement, de faire ce lien. Alors, le deuxième possibilité serait Van Dorn, mais lui, pour l'instant, le nom n'est pas du tout évoqué. Et c'est vrai que finalement, est-ce que ce serait pas mieux de découvrir un pilote qu'on n'a pas encore vu en F1 et qui avait montré, qui a fait un long séjour en F2, mais qui a quand même fini par remporter le titre. Et puis, plutôt que justement avoir un retour de Hülkenberg ou Kvyat, qui étaient les autres noms qui étaient évoqués. C'est vrai que ça pourrait être une bonne option pour Williams. Mais moi, du côté de Williams, je verrais plutôt comme un pilote expérimenté. Je pense que Jost Capito, il doit l'avoir un petit peu mauvaise si George Russell part, évidemment. C'est pas encore totalement fait, mais bon, a priori, ça devrait se faire. Je pense vraiment qu'ils cherchent vraiment à récupérer Valtteri Bottas en tout premier lieu. Je pense que c'est vraiment leur option numéro 1 si George Russell s'en va.
avoir un jeune pilote à côté de Nicolas Latifi qui certes progresse, mais reste encore quand même très loin des références signées par Russell sur tous les Grands Prix. Hein, je veux dire, c'est pas que cette année, c'est aussi l'année dernière. Voilà, ils ont besoin, à mon avis, d'un pilote solide quand même pour les aider dans leur progression par rapport à la F1 de 2022 aussi. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui a une référence technique. En F1. Donc, si j'étais Jost Capito et que je pouvais un petit peu me désolidariser de Mercedes, et ça, on ne sait pas effectivement jusqu'à quel niveau de coopération ils vont, j'irais quand même chercher du côté d'un Nico Hülkenberg, d'un Valtteri Bottas, voilà, d'un pilote expérimenté qui a un retour technique, voilà, qui quelqu'un de compétent, pas quelqu'un qui découvre la F1. Nyck de Vries, il est peut-être effectivement très talentueux, mais voilà, vu son âge, je pense qu'il a un petit peu laissé passer la chance F1. Moi, de ce côté-là, je pense que c'est un peu perdu pour lui, malheureusement. Voilà, je verrais plutôt comme un pilote expérimenté chez Williams, parce que voilà, c'est une équipe qui est en train de montrer de nouveau, on en a parlé, hein, qui montre de nouveau de bons signes, donc c'est pas le moment de la refragiliser avec un duo un petit peu instable, avec un Latifi qui certes progresse et le fils fils Latifi qui apporte beaucoup de budget grâce à Sofina, voilà, donc beaucoup de budget, donc voilà, Latifi est un petit peu inamovible à mon avis en ce moment, donc voilà, il faut qu'il cherche quelqu'un d'expérimenté. Pour moi, c'est la piste numéro 1. Après, s'il y a d'autres pistes qui sont activées, je pense que ce sera par défaut. Ouais, je suis assez d'accord, parce que moi je vais pas vous le cacher, quand j'ai appris que Nyck de Vries était comme ça un peu en lice, j'étais quand même assez surpris, parce que oui, il est maintenant champion du monde de Formule E. Enfin, encore une fois, on en parlera plus demain dans le Racing Café, les amis. Mais bon, quand vous arrivez à la dernière course du championnat et 14 pilotes peuvent être champions, est-ce que vraiment, est-ce que c'est un niveau de championnat ou est-ce que c'est une loterie? Je ne sais pas. Mais le gaillard a quand même débuté en Formule Renault 2.0 en 2012. C'était quasiment il y a 10 ans. Il a fait 3 saisons là-bas avant de gagner les titres en Eurocup et en Alps. Mais bon, 3 saisons pour gagner un titre, c'est déjà compliqué. Et puis ensuite, il a fait une saison en Formule Euro 3.5. Il a redescendu en GP3, puis 3 saisons en Formule 2 avant d'être champion. Donc, il a de l'expérience. Assez paradoxalement, il a beaucoup d'expérience, mais pas en F1. C'est un petit peu le souci. Mais j'estime, alors, le chat m'en parlait, Manu et Franck aussi, j'estime personnellement que Nyck de Vries n'a jamais, pour moi, prouvé avoir ce qu'il fallait pour vraiment aller en F1. On va me dire, Nicolas Latifi non plus. Oui, mais Nicolas Latifi, il y a de l'argent qui vient. Ça, je peux le comprendre. Il y a de l'argent... C'est normal. Nikita Mazepin, voilà, c'est la même chose chez As. Mais ici, pourquoi est-ce qu'on irait s'arracher de Vries? Ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement Mercedes qui dirait en coulisses que voilà, s'ils veulent continuer à avoir un deal préférentiel sur le moteur ou à ne pas payer le moteur ou ce genre de choses, il faut prendre de Vries et c'est un package. Ce serait peut-être une autre chose. Je pense que c'est à peu près ce que pourrait faire Mercedes pour le placer. Après, c'est vrai que effectivement, quand on voit qu'il y a des Bottas et Albon aussi sur le marché des transferts, parce que Red Bull a aussi dit que Albon pourrait potentiellement être libéré, ou en tout cas prêté à une autre équipe. Alors bon, on les imagine mal prêter un accident de Mercedes, mais ça peut quand même faire des pilotes qui sont plus expérimentés et qui ont déjà prouvé leur valeur en Formule 1. Et c'est vrai que De Vries va avoir besoin de soutien s'il veut accéder à ce poste, parce que même si effectivement il est champion du monde de Formule 1, je pense que c'est pas encore suffisant pour être directement catapulté en F1 comme ça, alors que justement, il fait un peu partie de cette génération avec les Callum Ilott et autres qui ont un peu semblé avoir raté le train de la F1. Ouais, je suis d'accord. En plus, alors moi pour Albon, je suis pas encore tout à fait d'accord avec toi parce que il a une petite expérience en F1, mais il n'a pas été une référence non plus chez Red Bull et chez Toro Rosso. Donc, franchement, si moi je suis Williams aujourd'hui, je peux pas prendre Bottas, je vais sur Hülkenberg. C'est ma pièce à moi, c'est la référence technique qui est disponible. J'irai pas non plus sur Daniel Kiat, qui a été aussi un peu trop inconstant lors de ses années en Formule 1. Voilà, donc Albon, certes, il pourrait être prêté par Red Bull, voire même cédé, puisque voilà, Albon quand même est réintégré comme la filière Red Bull par défaut de pilote à l'époque, il faut quand même s'en rappeler. Et puis Nyck de Vries, je pense pas que Mercedes lui doive énormément en fait. C'est pas un pilote de la filière élevé entre guillemets comme Esteban Ocon ou George Russell. Voilà, je pense pas qu'ils ont mis une promesse de contrat en F1 un jour ou l'autre à
De Vries, ni même à Van Dorn d'ailleurs. Van Dorn aussi, ça a été un peu des pilotes récupérés chez McLaren, voilà, clairement. McLaren a quand même laissé passer quelques pépites au fur et à mesure des années. Alors pépites, peut-être que eux se sont rendus compte que c'était pas des pépites en F1, mais voilà, ce sont des pilotes solides, peut-être dans d'autres catégories, voilà, en Formule 1, en endurance ou ailleurs. Mais en Formule 1, on a vu mieux. Voilà, donc pour moi, voilà, je ne crois pas vraiment à De Vries ou Albon chez Williams. Albon sera en IndyCar, ça je vous le dis, voilà, je vous le dis ici. Je sais pas forcément plus d'infos que d'autres, mais c'est mon ressenti. Il sera en IndyCar l'an prochain, je pense, et je suis pas sûr qu'il soit en train aussi de prospecter activement en Formule 1. On rappelle qu'il a passé le week-end à Indianapolis. Alex Albon a justement visité un petit peu tout le monde en IndyCar, donc à mon avis, c'est plutôt là-bas que sa carrière ira. Qui nous demande, il reste des places en IndyCar. À foison, ça, les places en IndyCar, ça se crée, c'est davantage. C'est en Formule 1, il y a 20 baquets, mais en IndyCar, tu peux en faire. Je rappelle qu'il y avait 28 voitures à la course de samedi. On peut largement continuer, et si Alex Albon vient avec du sponsoring, il peut. On en est quand même à 41 pilotes qui ont participé à une course d'IndyCar cette année, donc effectivement, il y a quoi faire. Non, c'est vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut pas s'inquiéter. Et de toute façon, il y aura beaucoup de mouvements de ce point de vue-là, donc Albon pourra aussi prendre un baquet qui se libérera tout au long de cette intersaison. Du coup, je veux rebondir parce que Godzi nous a dit dans le chat, est-ce que je suis seul à ne pas croire que Russell sera chez Mercedes l'année prochaine? Ça devient quand même effectivement, voilà, ça devient une espèce de rengaine toutes les semaines maintenant dans Grand Prix. On vous en parlera. Peut-être qu'ils feront une annonce à Abu Dhabi, vraiment, histoire qu'on en parle encore pendant 6 mois. Mais est-ce que voilà, on n'a pas eu trop de nouvelles pour l'instant. Je vois qu'ils sont en vacances, mais ça semble quand même toujours aussi bon pour George Russell. Et si on évoque toutes ces perspectives chez Williams, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont en train d'activer toutes les pistes, parce qu'ils se doutent quand même qu'ils vont certainement le perdre. De toute façon, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils ont discuté avec pas mal de pilotes. Et en parallèle, Jost Capito dit que de toute façon, Latifi n'a aucune raison de partir. Donc, fatalement, s'ils cherchent quelqu'un, c'est pour remplacer Russell. Mercedes, c'est pareil, les propos de Toto Wolff sont de plus en plus dans l'inconditionnel, justement, à dire voilà, quand Russell sera aux côtés d'Hamilton, on devra tester Russell aux côtés d'Hamilton, ce genre de choses, alors qu'avant, c'était si on teste Russell. Il y a quelques petits changements dans la com qui montrent que ça semble être plus qu'une question de temps qu'autre chose. Les rumeurs disaient que ça serait peut-être l'annonce à Spa, donc on en saura peut-être rapidement plus. De toute façon, Mercedes ne veut pas traîner de la fin d'année à parler contrat et à parler transfert. Ils ont vu l'an dernier que ça leur avait coûté pas mal d'inquiétudes en fin de saison, alors que pourtant la saison sportivement n'était pas disputée. Donc là, je pense qu'ils veulent être sereins sur leur programme 2021 et à mon avis, l'histoire du baquet sera réglée rapidement. Et je ne serais pas étonné que Bottas, justement, soit aussi en train de régler son avenir en coulisses comme ça, que tout puisse être calé et que personne soit en inquiétude jusqu'en décembre, parce qu'ils ont besoin de Bottas aussi à son meilleur niveau en fin de saison. Ouais, je remontais un petit peu dans la journée, un petit peu les déclarations de Bottas par rapport à son avenir ces 2-3 dernières années. Il n'avait jamais parlé de plan B, de plan C, de management qui s'occupait de lui en coulisses, d'explorer des options et tout ça, et c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Donc il sent clairement le vent tourner. Donc est-ce qu'il sera retenu? Je pense pas non plus, même si Wolff ménage la chèvre le chou depuis tout ce temps, mais je pense que voilà, c'est juste parce qu'il veut sauver les apparences. Mais voilà, à mon avis, Russell sera effectivement titularisé. On dit de Valtteri Bottas qu'il a aussi pris contact avec Red Bull, je crois, quand vous en avez parlé après la Hongrie. Voilà, Helmut Marko a été interrogé là-dessus, d'ailleurs, cette semaine. Il n'a pas voulu infirmer ou confirmer. Voilà, il n'a pas voulu citer de nom. Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est juste pour déstabiliser Mercedes, parce qu'on sait qu'Helmut Marko et Mercedes s'adorent et s'apprécient. Voilà, maintenant Marko a quand même explicitement, dit que Perez avait quand même des soucis de performance par rapport à Verstappen et qu'au bout de 11 courses, il s'attendait quand même à mieux. C'est vrai qu'en Hongrie, sur un tour, c'était en qualification, il y a encore 5 ou 6 dixièmes d'écart. Ça reste quand même beaucoup, quoi. Donc, est-ce que c'est pour fragiliser Perez sur la place publique? Je trouve ça un petit peu déplacé si ils ont vraiment envie de leur signer. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions avec Bottas derrière? Est-ce que c'est juste aussi pour peut-être remettre la pression sur les sponsors mexicains pendant l'été, voilà, pour remettre un petit peu d'argent sur la table? Je ne sais pas trop à quoi ça joue, mais ça doit vraiment jouer, mais là dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que voilà, on s'amuse un petit peu de ces rumeurs, je pense, à gauche et à droite. On fait quelques déclarations un petit peu marrantes. Je pense que Marko est le premier à sauter là-dessus. Est-ce que Bottas est vraiment une option pour Red Bull?
Sur le papier, moi j'ai envie de dire oui, parce que il a la connaissance de Mercedes, il connaît tous les petits secrets de l'équipe, il est super rapide sur un tour, hein, voilà. Il est capable d'aller choper des pôles à Hamilton, en course il est jamais très loin derrière. Voilà, donc si un Bottas chez Red Bull est capable d'aller titiller Verstappen, j'en suis pas certain, parce que la voiture a l'air quand même d'être assez bien tournée vers le pilotage de Max, donc c'est aussi ça qui rend les choses difficiles, hein. Marco le reconnaissait. Donc voilà. Alors, si Bottas finalement se prend aussi 5 ou 6 dixièmes chez Red Bull, ça voudrait dire que Hamilton n'est pas le super-héros. Donc là, pareil, ça relancerait plein de débats très passionnants sur le Grand Prix Talk. Mais non, voilà, je sais pas. J'aimerais bien en tout cas que Bottas ait une chance chez Red Bull parce que après tout, il a rien à perdre. Hein. S'il est en discussion avec d'autres équipes, il est évident qu'il doit viser un baquet qui lui permet de gagner. Et le seul autre baquet qui lui permet de gagner, certes, dans le jeu des règles actuelles, c'est le baquet Red Bull. En 2022, il ne faut pas oublier que toutes les cartes sont remises à zéro et que d'autres écuries comme Ferrari, Alpine, McLaren pourraient tirer leur épingle du jeu. Donc il y a pas mal de baquets assez sympathiques qui se profilent à l'horizon aussi. Ouais, disons qu'actuellement, voilà, c'est un coup de poker. Hein. C'est très clairement un coup de poker d'aller quelque part. Ça se trouve, Williams va faire un super boulot, hein, et ce serait une belle opportunité aussi d'aller là-bas. On a RSF qui nous dit dans le chat tiens, que Bottas ira chez Alpha pour lui. Bah justement, on l'a un petit peu parlé d'Alfa Romeo. Ansir Antasalo est pote avec Fred Vasseur. C'est l'ancien PDG de Campi qui est l'un des sponsors de Valtteri Bottas. Je sais pas s'il l'a encore d'ailleurs comme sponsor Valtteri Bottas, parce que je sais qu'il en avait perdu il y a quelques temps des sponsors finlandais. Après une saison passée. Qu'il a perdu, ouais. Ouais, je crois qu'il avait effectivement perdu ces sponsors-là. Alfa Romeo, c'est aussi une des équipes qui est là pour l'instant 2 baquets de disponibles. Fred Vasseur l'a dit, enfin en tout cas, semble en tout cas enclin à vouloir prolonger Kimi Räikkönen, mais la balle est évidemment du côté du Finlandais, parce que c'est sûr que vu son âge, c'est plutôt lui qui va décider de continuer plutôt que l'inverse. Mais Frédéric Vasseur qui a été assez élogieux de Kimi Räikkönen, qu'on a parlé surtout de son implication, notamment au niveau du simulateur. J'ai l'impression que Fred Vasseur, depuis qu'il est là et depuis que Kimi Räikkönen est revenu dans son équipe surtout, il est dans une espèce de mission très louable et tout à fait normale de réhabiliter un peu Kimi Räikkönen aux yeux de tout le monde et de montrer que ce n'est pas, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas le branleur de service qui vient poser ses fesses dans un baquet qui n'en a rien à foutre du reste. Et il loue beaucoup son retour technique et c'est peut-être aussi pour ça que voilà, on l'évoque souvent. Kimi Räikkönen ne fait pas une saison extraordinaire et a beaucoup de soucis un peu bêtes, mais il ne se fait rarement enguirlander par l'équipe, tout simplement parce que je pense qu'il apporte énormément beaucoup à cette structure et je pense qu'ils aimeraient beaucoup continuer avec lui. Je pense que l'inquiétude pour Alpha, c'est de se retrouver l'an prochain avec une voiture qui sera entièrement à développer, puisqu'on change totalement le règlement, et d'avoir potentiellement un Giovinazzi. Alors peut-être que Giovinazzi ne fait pas l'affaire au niveau technique, et un Bottas par exemple dont on ne sait pas, enfin en tout cas dont Fred Vasseur ne connaît pas le potentiel d'analyse et développement technique, parce que le souci c'est que là les équipes vont devoir compter sur des pilotes qui savent vraiment développer une voiture, qui savent aller chercher les axes d'amélioration. Ça va être un travail vraiment intense en piste. C'est aussi pour ça que Bottas ferait l'affaire chez Red Bull, parce que lui pourrait dire comment Mercedes a travaillé sur le projet 2022. Ce serait quand même un sacré atout dans la mesure où les deux équipes restent encore en tête. Et à côté de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a des pilotes comme Räikkönen qui pourraient rester quasiment juste parce qu'ils sont très très bons techniquement, même si aujourd'hui il est en qualif, il est vraiment loin du compte. Et c'est vrai que je pense que notamment chez Alpha, et comme tu disais Franck tout à l'heure aussi chez Williams, on doit s'inquiéter de ne pas avoir de pilote qui soit un vrai leader technique et de se retrouver un peu à développer, parce que la vitesse de développement des voitures va être vraiment cruciale l'an prochain. Et les équipes qui prendront du retard sur les premières courses et le développement dans l'année vont être pourraient largement dégringoler au classement, même si la voiture est bien née. Donc c'est vrai que ça pourrait effectivement jouer en faveur de Räikkönen s'il décide de reprolonger pour une énième saison. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut déjà exclure par exemple un duo Schumacher-Giovinazzi chez Alfa Romeo. Je pense que c'est pas du tout envisageable. Si Vasseur a la capacité de convaincre Räikkönen de rester, alors si Räikkönen dit la vérité et que c'est bien sa décision, que c'est entre ses mains, Vasseur il sera très content. Et Alfa Romeo aussi, c'est quand même un pilote qui a une image absolument formidable. Même si effectivement cette année elle est un petit peu écornée par ses performances, voilà, c'est quand même le pilote qui rassemble en général le plus d'avis positifs, sympathiques sur les réseaux sociaux. Voilà, même s'il n'est pas présent, voilà, il a toujours cette image absolument incroyable du pilote de F1, un petit peu effectivement nonchalant, voilà, un petit peu je m'en foutisme, mais qui est ultra bosseur derrière.
qui se met à aller au simulateur à 8h du matin sans 1 minute de retard d'après Vasseur, voilà, qui se met à travailler effectivement derrière. Donc voilà, si le vent tourne de ce côté-là pour Raikkonen, qui est devenu effectivement bosseur derrière en coulisses, et je pense qu'il en fait beaucoup plus en coulisses que ce qu'il veut bien dire, voilà, parce que voilà, je pense qu'on ne paye pas quelqu'un 5, 10 ou 15 ou 20 millions d'euros selon les années pour ne rien faire derrière entre les Grands Prix. Donc à mon avis, effectivement, il a une image qui n'est pas la vraie image qu'on doit avoir d'un pilote de F1. Je pense qu'effectivement, si Vasseur peut garder Raikkonen, il le gardera. Maintenant, il faut qu'il ait la réponse assez rapidement, parce que si Bottas se retrouve sans volant à Spa, ça doit se décider en 15 jours, 3 semaines maximum, quoi. Et de toute façon, tout se mettra en chantier derrière ça. Alors pourquoi Marco dit que finalement l'annonce serait peut-être pas à Spa, mais peut-être entre Spa et Zandvoort, c'est peut-être à cause de l'annonce de Mercedes. Donc voilà, même s'il dit que les 4 pilotes Red Bull devraient rester les mêmes, je suis pas sûr que la carte Bottas, ça n'intéresse pas Red Bull aussi. Donc ça va être un jeu de domino en fait. Voilà, c'est tout ça pour vous dire, ça va être un jeu de domino, ça va dépendre de Bottas, ça va dépendre de Russell, ça va dépendre de Raikkonen. Et derrière, effectivement, Williams récoltera ce qui restera, certainement. Ça sera effectivement les derniers servis, soyons clairs. Si Bottas a le choix entre Alfa Romeo et Williams, je pense qu'il préférera aller chez Alfa Romeo, parce que déjà aussi en termes d'image, Bottas chez Williams, c'est une régression, quoi, dans sa carrière. Ouais. Il en sortait. Il revient. Voilà, c'est ça. Donc s'il peut aller faire un autre challenge, et en termes d'image pour lui, c'est Alfa Romeo, quoi. Après, ça dépend aussi de comment on lui vend les projets. Hein. Ça, c'est toujours aussi quelque chose de particulier. On rappelle quand Hamilton avait signé chez Mercedes, tout le monde avait dit grand faux, mais on lui avait vendu un projet qui finalement a bien fonctionné et qui a relativement porté ses fruits, on va le dire. Mais peut-être que voilà, on peut aussi proposer un gros projet chez Williams à Valtteri Bottas qui pourrait justement lui donner envie de retourner là-bas. Comme je vous le dis, Alonso est retourné 2 fois chez Renault. Il n'avait pas vraiment eu le choix, hein, la première fois en tout cas, qu'il y allait. Il est sorti de chez McLaren, bon, il s'est retrouvé là. Il avait envie d'un backer relativement compétitif, il allait chez Renault. Mais c'est effectivement, voilà, je pense que, comme tu le dis, il y aura un jeu de domino qui va se mettre en place. Ça doit être dur à vivre pour Sergio Pérez, cette affaire, parce que Helmut Marko, comme tu as dit, il a quasiment confirmé, il y a 2 mois maintenant, même pas 1 mois et demi, il avait dit, voilà, les 4 resteront, voilà, merci. Pour lui, c'était signé quasiment, et du coup, un peu à la manière d'Esteban Ocon, quand son extension chez Alpine avait été annoncée, c'est à ce moment-là que Pérez a commencé à perdre les pédales. Esteban Ocon lui s'est relevé, évidemment, avec grand brio, et on a relativement pu prouver entre guillemets qu'il y avait bien un problème au niveau du châssis, puisque depuis qu'il a changé, il a refait des super perfs. Par contre, Pérez s'est pris les pieds dans le tapis. S'il n'arrive pas à remonter, ça pourrait effectivement être lui le grand perdant, parce qu'imaginons maintenant Bottas prend sa place chez Red Bull, ce qui me paraît encore très peu probable, mais la Formule 1 nous a déjà étonné par le passé. On pourrait aller Sergio Pérez, parce qu'il a réussi à survivre une première fois quand Sébastien Vettel lui a pris son paquet chez Racing Point Aston Martin, mais là, est-ce qu'il pourrait encore trouver quelque chose ? Est-ce que ça l'intéresserait d'aller chez Williams ou Alpha ? Sportivement, je ne sais pas. Après, il aurait le profil, il serait le pilote expérimenté avec un soutien financier. Pour eux, ce serait le profil quasiment idéal, en fait. Maintenant, est-ce que lui, sortant de chez Red Bull et d'un échec chez Red Bull, qu'on peut lui imputer ou non, voudrait aller chez Williams ? Je ne sais pas, mais je pense que si chez Red Bull, il reste avec une victoire et puis qu'il se fait dégager au bout d'une saison, il y aura quand même une certaine frustration de ne pas avoir fait mieux qu'il a fait chez Racing Point. Et je pense qu'il aura aussi envie de prouver que lui est toujours un pilote à la cote très élevée. Et je ne serais pas étonné en plus, le projet Williams, ça a l'air quand même assez sérieux pour 2022. Il parlait justement d'un grand changement d'image et d'une vraie reconstruction de l'équipe. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez sérieux avec Jost Capito chez Williams. Donc après, au moins une année, ça pourrait se tenter pour prendre la température et voir s'il y a quelque chose derrière à faire pour ensuite signer des résultats. Ouais, après Pérez, il l'avait aussi annoncé comme ça. Quand il a signé chez Red Bull, c'est un petit peu le contrat entre guillemets de la dernière chance. Hein. C'est que là, effectivement, il avait enfin la chance de disposer d'une voiture compétitive. À lui de prouver qu'il en était digne. Alors certes, il l'a fait fonctionner, mais il l'a pas fait fonctionner beaucoup mieux que Alex Albon ou que Pierre Gasly, quoi. Alors, il est un peu plus proche de Verstappen en termes de position sur la grille, parce que les autres équipes sont un peu plus loin aussi. En course, il a toujours sa science de la course qui fonctionne quand même 90% du temps, même s'il y a eu quelques soucis, quand même, quelques couacs et quelques erreurs. Il est quand même solide de ce côté-là. Donc je pense que Red Bull a au moins l'assurance que Pérez, à part 1 ou 2 erreurs, est capable de ramener la voiture dans les points, de la faire remonter s'il repart un peu de l'arrière, ce que ne savaient pas forcément faire ses 2 prédécesseurs.
Maintenant, Bottas, il a aussi montré la même chose chez Mercedes. Donc voilà. Je sais pas trop. Je pense que Red Bull, pour moi, devrait garder Perez. Clairement, encore au moins une saison. Voilà, pour voir effectivement la stabilité par rapport à la F1 2022, par rapport à tout ça. Maintenant, voilà, il a intérêt vraiment à être au diapason en 2022 parce que voilà, en fait, là, on arrive sur le bout du cycle de développement des monoplaces de 2017 avec les pneus arrière larges qui sont vraiment très axés sur les pilotes numéro 1. Si on voit bien, voilà, Hamilton, il fait mieux fonctionner la Mercedes que Bottas. Je parle même pas de Verstappen par rapport à ses équipiers. Chez McLaren aussi, on voit aussi que Norris il est plus à l'aise avec la McLaren que Ricciardo qui a débarqué cette année. Donc en fait, voilà, les pilotes qui ont réussi un petit peu à mener l'équipe dans leur sens semblent mieux s'en sortir. Ce n'était pas le cas chez Ferrari, parce que chez Ferrari, effectivement, on accordait autant de crédit à la parole de Vettel que de Leclerc, qui fait qu'en fait, je pense que ça aussi doit jouer aussi cette année sur le fait que Leclerc et Sainz soient à peu près au même niveau. On n'a pas de Leclerc qui domine Carlos Sainz. Donc voilà, il y a un petit peu cet aspect-là qui va en 2022 va être aussi complètement remis à plat. Les voitures de 2022 vont être complètement différentes à piloter. Ça va être un style complètement différent et donc du coup chaque pilote va se retrouver en fait à égalité avec son camarade de jeu. Donc voilà, pourquoi changer effectivement un Perez pour un Bottas à part pour les connaissances de Mercedes en 2022, j'ai pas la réponse. Maintenant, effectivement, à Perez de montrer à Verstappen de quel bois il se chauffe en 2022, quoi, avec une voiture qui sera complètement nouvelle pour tous les deux. Ce serait effectivement le bon plan pour Sergio Perez. On pense quand même qu'il continuera. Il n'y a pas vraiment de gros risques, je pense, pour Sergio Perez. Mais attention, un contact à Spa, un contact à Zandvoort, contact à Monza, et ça pourrait changer un petit peu la donne, bien sûr. Il y aura 3 triple headers de suite, en tout cas, vu ce qu'on nous annonce pour l'instant au niveau du calendrier. Donc il faudra faire attention, bien entendu. Louis qui nous dit alors que Red Bull a souvent favorisé le nouveau venu, et depuis 2019, c'est le nouveau qui galère. C'est vrai, hein, mais c'était... Je pense que c'était aussi dans leur optique à chaque fois d'essayer de trouver une pépite. À partir du moment où ils savaient que Vettel partirait, il fallait essayer de faire quelque chose avec Ricciardo. Et puis Ricciardo, on sentait que voilà, il était peut-être pas forcément top. Très bon pilote, mais suffisant pour aller chercher un titre, peut-être pas. Donc quand Verstappen est arrivé, on a donné sa chance. Et puis une fois qu'ils ont vu que Verstappen avait ce qu'il fallait pour pouvoir aller gérer tout ça, bah voilà, hein, les pauvres Pierre Gasly avec Albon se sont un peu pris les pieds dans le tapis quand ils sont passés chez Red Bull. Du côté de chez Haas, bon, bah écoutez, ça semble parti pour un statu quo. De toute façon, Nikita Mazepin, il y a une place maintenant jusqu'à ce que le père retire ses billes. On va pas se le cacher. Mick Schumacher semble quand même aussi parti pour continuer l'aventure. Oui, c'était une des nouvelles d'ailleurs de l'intersaison, la fin de la pause estivale, c'est Mattia Binotto qui a effectivement confirmé qu'il avait envie de garder Mick Schumacher en place là où il était. Donc si Mattia Binotto dit ça, je pense qu'on peut s'y fier et que c'est ce qui va effectivement arriver. Peut-être qu'il espérait avoir une place chez Alpha, mais peut-être que Mattia Binotto va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir placer Mick chez ça Alpha. peut peut-être confirmer Raikkonen aussi, peut-être chez Alpha, justement, parce que, on le rappelle, hein, chez Alfa Romeo Sauber, la structure veut que Ferrari choisit un des 2 pilotes, et l'autre pilote, c'est l'équipe, c'est Fred Vasseur, c'est toute la structure, tout le staff qui peuvent choisir un peu qui ils veulent. Et donc, si on ne fait pas bouger Schumacher, c'est que Giovinazzi semble quand même pouvoir rester à cet endroit-là. Et si Giovinazzi reste et qu'on peut pas mettre Schumacher à ses côtés, c'est qu'il y a sûrement Raikkonen ou un Bottas ou en tout cas un pilote d'expérience comme ça qui devrait aller chez Alfa Romeo. Mais c'est vrai que Kimi Raikkonen, voilà, c'était pas forcément... On était parti il y a 3-4 semaines, on commençait à penser à la tournée d'adieu de Kimi Raikkonen, et maintenant il est reparti pour peut-être être de nouveau présent sur la grille de départ. Xonan qui nous dit que Giovinazzi est correct. C'est vrai qu'à un moment, le pauvre Antonio Giovinazzi, ça fait 3 ans maintenant qu'il se fait... brinque-ballé par toutes les rumeurs de transfert et que tout le monde lui promet une fin proche de carrière en Formule 1, mais il fait quand même largement le travail face à Kimi Raikkonen, qui est quand même pas le dernier des pilotes, et il a une progression tout à fait normale en fait. Antonio Giovinazzi, c'était assez étonnant parce que lui finalement il a fait sa progression en F1, tout ce qui était... Il a passé en tout cas sa carrière en Formule de promotion est assez loin derrière lui maintenant, et c'est depuis 2017 ses premiers Grands Prix en Formule 1. Mais il a quand même pu bien évoluer. Surtout qu'il a connu... Non, j'ai dit il s'en sort très bien, effectivement, parce que on donnait pas cher de sa peau après la première saison. Effectivement, il était très brouillon, il faisait beaucoup d'erreurs. Et il a su se remettre en selle de très très belle manière, bien progresser au fur et à mesure.
sûrement, mais lentement mais sûrement. Voilà, il a pris le niveau de son équipier. Voilà, il a réussi à battre Kimi Räikkönen sur un tour maintenant quasiment tous les grands prix. En course aussi, c'est de mieux en mieux. Donc non, Giovinazzi est une petite perle pour Alpha dans le sens où il est italien. Voilà, ouais. C'est très important pour Alfa Romeo. Et pour Alfa Romeo, c'est aussi très important d'avoir Kimi Räikkönen. C'est aussi pour ça que vous noterez que le discours de réhabilitation de Kimi Räikkönen dans les médias a aussi coïncidé avec la prolongation du contrat d'Alfa Romeo avec Sauber. Donc c'est pas pour rien à mon avis. C'est lié. Ouais, c'est sûr. De toute façon, je pense que c'est bizarre parce que Vasseur disait par un moment que le duo était un peu inconstant et il les a presque accusés de se faire battre par Williams en disant que la Williams était moins bonne que l'Alpha, mais que Williams avait Russell. Et puis finalement, effectivement, depuis que Alpha a re-signé avec Sauber et qu'il y a eu des discours quand même très positifs du PDG d'Alpha, Jean-Philippe Imparato, on voit qu'il y a un nouveau souffle où finalement le statu quo semble possible chez Alpha. C'est vrai qu'on parlait de Giovinazzi, il a une carrière assez atypique parce qu'entre son deuxième et son troisième Grand Prix en F1, il y a eu 1 an et demi où il a fait une seule participation au Mans entre-temps et rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'en 2019, il a eu du mal parce que voilà, il fait 2 courses en pigiste en début 2017. Il fait des perfs intéressantes, mais il casse 2 fois la voiture, ce qui lui coûte un peu le fait de revenir. Et puis en 2019, il a montré une progression assez lente, enfin assez tardive. Et finalement, depuis, par contre, on voit qu'il se fait prolonger chaque année parce qu'en fait, il fait le taf. Donc pour l'instant, il a un peu le double atout, enfin le triple atout qui est le lien avec Ferrari, la nationalité italienne et les perfs qui semblent quand même convenir à Fred Vasseur. Donc la question, c'est j'ai quand même tendance à penser que la question se pose plutôt sur l'autre baquet. J'ai l'impression que Giovinazzi, quel que soit le scénario, restera chez Alpha. Je pense aussi. Effectivement, à mon avis, Giovinazzi va pouvoir poursuivre une saison de plus. Tiens, c'est parfait parce qu'on va pouvoir faire la bascule entre les transferts et les news. En reparlant un petit peu de Valtteri Bottas, puisque c'est lui un petit peu pour l'instant le pion central quasiment de ces transferts avec George Russell. À savoir qu'il vient de terminer, enfin il a terminé récemment deuxième, encore une fois, Valtteri Bottas, le pauvre, mais d'une course cycliste. Il est allé faire une course cycliste de gravel dans le Colorado, tiens. Valtteri Bottas, et il a terminé au second rang dans sa catégorie d'âge. Il faut bien évidemment rester en forme, hein, comme on le peut. C'est plutôt bien. Peut-être qu'il prépare du coup la suite. Hein, voilà. C'est peut-être que la Formule 1, ça sera de bientôt. Je précise deuxième de sa catégorie d'âge, mais ça fait cinquième au général sur plus de 500 engagés quand même. Et c'est une course cycliste sur gravier en fait dans le Colorado. Qui est pas évidente. On en parlera demain matin sur Next Gen Auto. Il y a un petit article qui passera en tout début de matinée. Vous voyez, on spoil légèrement, mais vous aurez toutes les infos dans l'article, bien évidemment. Mais du coup, les amis, on va passer à la suite et on va donc revenir sur les très nombreuses news. En tout cas, voilà, on va pas non plus avoir pendant 2h30 de news, rassurez-vous, mais il y en a quand même pas mal qui nous sont parvenus pendant ces 2 semaines de pause. Hein, voilà, un Grand Prix après un petit peu ces vacances d'été pendant la pause estivale. Malheureusement, on va rapidement évoquer bien sûr cette information qu'on a reçue hier, le décès de la PDG du circuit de Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet. Également le décès de Franz Dubois, qui était un grand préparateur connu en Belgique et notamment l'un des instigateurs de la VW Fun Cup. Évidemment, on a une pensée pour Nathalie Maillet, pour toute la famille, pour toutes les équipes aussi du circuit de Spa-Francorchamps au cours de ce qui était quand même une journée évidemment de fête pour le circuit, puisque on accueillait du côté de Spa hier l'arrivée du rallye d'Ypres WRC. Mais donc voilà, malheureusement cette terrible nouvelle qui nous est parvenue donc ce dimanche. C'était évidemment assez terrible et une pensée pour tout le monde bien sûr. On va pas, rassurez-vous, on n'est pas là évidemment pour parler de tout ce qui est comment dire, les circonstances ou quoi que ce soit. On est juste là pour avoir une pensée bien entendu. Messieurs, Sébastien Vettel, là c'est au moins c'est entériné, hein, cette fois-ci c'est fait. Il n'a plus sa 2e place du Grand Prix de Hongrie. Hein, voilà, comme ça on a fait tout ce qu'on a pu réglementairement parlant chez Aston Martin. On a décidé quand même évidemment de retirer l'appel parce que ça ne serait pas très utile. Enfin voilà, encore une fois, des manières d'expliquer les choses assez nébuleuses, mais ça reste la Formule 1, on n'est pas tout à fait surpris là-dessus. On va pas se le cacher, on s'y attendait. Hein. Clairement, Manu, c'est pas une grande surprise. De toute façon, tout ce qui touche au règlement, généralement, c'est toujours, ça finit toujours comme ça. Hein, quand il y a c'est rare qu'une décision de règlement technique soit à ce point-là annulée. Donc oui, Aston a espéré longtemps pouvoir
exploité un petit peu cette zone grise, disant que c'était pas vraiment de leur faute et que c'était plutôt un problème technique. Mais bon, de toute façon, la demande de révision a été rejetée. Ils auraient dû faire appel sur la demande de révision qui elle-même n'aurait pas forcément donné quelque chose. Ils se sont rendus compte que ce serait beaucoup d'énergie et d'argent dépensés pour pas grand-chose, alors que voilà, ils ont raté le coche de faire une superbe deuxième place, c'est comme ça, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire de leur pause estivale et notamment des semaines avant et après la fermeture de l'usine, plutôt qu'à faire ça. Donc c'était assez attendu après la première décision le dimanche soir, hein, de toute façon. Et puis finalement, ça offre le podium à Carlos Sainz, qui aura donc signé pour l'instant 2 de ses 4 podiums sur tapis vert. Le prochain sera sur la boîte. La FIA ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Si on commençait à donner des dérogations pour surconsommer parce qu'il y a un problème technique, que ce soit au niveau de la pompe ou autre chose, n'importe quelle équipe aurait pu s'engouffrer en fait, là-dedans, en prétextant un problème technique qui aurait fait qu'il y a eu une surconsommation d'essence. Alors, Aston Martin dit qu'effectivement il y a eu un souci au niveau de la pompe et de la mise à l'air qui aurait fait une sorte de surconsommation d'essence pendant la course, ce qui fait qu'il y avait un peu plus d'essence consommée que ce qui a été vu dans les débitmètres de la FIA. Voilà, mais bon, la défense d'Aston Martin ne pouvait pas tenir. Il n'y avait pas assez d'essence dans le réservoir, c'est un fait. Ils l'ont même aussi accepté après avoir remesuré qu'il y en avait moins que ce qu'ils pensaient. Suite à ce problème, donc voilà, on peut pas. Voilà, la loi est la loi. Si on commence à faire des exceptions parce que voilà, il y a une pompe qui s'est mise à dysfonctionner au milieu du Grand Prix ou en fin de Grand Prix et qu'il y a tant de millilitres de carburant qui sont échappés et qui n'ont pas été consommés, on rentre après dans des interprétations qui sont pas possibles. Déjà que le règlement technique fait des centaines de pages, il mériterait d'être revu, d'être réduit. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, il faut quand même se conformer au règlement, sinon voilà, c'est la boîte de Pandore derrière. Donc voilà, la loi est la loi. Je suis hyper désolé pour Sébastien Vettel qui méritait totalement sa deuxième place, qui méritait peut-être mieux. Voilà, si son équipe s'était pas un petit peu loupée lors de son arrêt au stand, si même lui aussi s'était pas loupé un petit peu dans sa rentrée au stand, mais voilà, c'est comme ça. Il aura d'autres occasions, je pense, de briller. Enfin, je l'espère pour lui. Ça n'enlève rien à sa performance. Donc c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Oui, en termes de score et de points, évidemment, ça change, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est monté sur le podium, qu'il a terminé deuxième, qu'il a fait un très bon Grand Prix. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus pour lui, et il sait très bien ce qui s'est passé. C'était son deuxième podium de la saison, donc c'est vrai que ça reste quand même encourageant pour lui et pour Aston, qui a fait un début de saison difficile. Ils ont dit récemment d'ailleurs qu'ils avaient complètement changé la voiture sur le plan aérodynamique, en fait, qu'il n'y a quasiment pas une pièce exposé à l'air qui n'est pas changé, et c'est vrai qu'on voit que les résultats sont pas tout le temps encourageants selon les circuits, mais le sont un peu plus. Donc bon, là ils ont profité des circonstances comme beaucoup, mais c'est assez intéressant. Après là sur la disqualification, de toute façon le point de règlement était tellement strict et tellement précis sur le fait qu'il fallait pas démonter la voiture pour avoir l'échantillonnage et puis faire l'échantillon, et sur le fait que la FIA devait pouvoir récupérer l'échantillon par elle-même et rapidement, que de toute façon, il n'y avait pas d'espoir. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont plutôt se concentrer sur la manière de réitérer ce genre de performance et justement dépenser de l'énergie sur voir pourquoi aussi, bien que les circonstances aient été favorables, la voiture a été très très performante en course. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de ça quand même. C'est vrai que ça aurait été compliqué maintenant si vous voyez voilà, un pilote qui s'arrête dans le tour de décélération, tout le monde commencerait à dire oui mais voilà moi il y a de l'essence, et ce serait voilà, effectivement la boîte de Pandore comme tu disais Franck. Ils vont dire non mais il y a de l'essence dans le cockpit, on a mis un tuyau machin mais c'est très complexe, mais il n'y avait juste pas dans le réservoir, mais ça, voilà, ça deviendrait il y a la gourde du pilote voilà. C'est Kimi Raikkonen s'il rate directement au sans-plomb, je vois pas le problème à un moment donné, bon voilà, faut fonctionner la voiture, c'est comme lui qui l'a fait fonctionner donc tout ira bien, mais bon, c'était de toute façon certain pour Sébastien Vettel, pas de surprise je pense de son côté. Ça l'a pas empêché de bien vivre pour l'instant cette pause estivale, à mon avis. Il n'était pas pendu à la décision de la FIA. Petit point, voilà, on va faire le petit package, tout ce qui est calendrier, tout ce qui annonce aussi des différents Grands Prix. Donc le Grand Prix des Pays-Bas aura bien lieu, ça c'est déjà une très bonne nouvelle bien sûr, avec 2 tiers de jauge. Petite jauge à 66%, ça reste très bien pour les fans de Max Verstappen, ils vont quand même pouvoir venir en nombre en principe sur le circuit de Zandvoort. À Sochi en Russie on aura une jauge à 50%, donc les mauvaises langues diront que
jouer à 50% ou à 100% ne voit pas trop la différence, mais je laisse cela aux mauvaises langues, bien entendu, on n'est pas là pour dire cela, bien sûr. On n'est pas sûr que le Grand Prix du Japon ait lieu, ça fait maintenant un mois qu'on vous le dit de toute façon, donc ça n'a pas bougé, et on sait que la situation reste pas terrible, et même si évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo sont passés fort bien, d'ailleurs au niveau sanitaire, sur les épreuves et sur l'événement lui-même. Est-ce qu'ils ont envie d'organiser un Grand Prix de Formule 1 comme ça, qui est un événement en fait beaucoup plus compact, et c'est paradoxal, mais justement c'est peut-être plus compliqué de faire venir tout le monde pour 4 jours et repartir plutôt que de vraiment pouvoir mettre en place des infrastructures pour 2 semaines. Donc voilà, encore pas certain. La Turquie aussi, qui semble un peu... Je sais pas, c'est un petit peu étrange ce qui se passe du côté de nos amis turcs actuellement, mais c'est pas certain, Manu, qu'on s'y rende finalement à Istanbul. Alors, en fait, c'est un problème différent du Japon, parce que le Japon, c'est surtout le problème d'une jauge qui serait à huis clos, comme les Jeux Olympiques, et qui complique un peu plus l'organisation du Grand Prix. La Turquie, ça semble vraiment se jouer au niveau des diverses interdictions des pays, de circulation entre les pays, et des durées de quarantaine, en fait, qui bloqueraient trop le peloton dans un pays, dans le pays, ou qui l'obligerait à partir trop tôt. Donc, c'est vrai qu'il y a des modifications de calendrier qui tentent d'être faites pour que ça puisse être déroulé, et que s'il y a besoin d'une quarantaine entre la Turquie et le retour en Angleterre pour les équipes, on puisse caler un autre Grand Prix au milieu. Mais pour l'instant, c'est compliqué parce que mine de rien, les Grands Prix qui se calent au fur et à mesure sont eux aussi menacés. On voit qu'il y a 2 semaines, on parlait d'un double-header au Texas, et puis la situation sanitaire au Texas devient catastrophique. À Austin, ils ont quasiment plus de place dans les réa et tout ça, donc qu'est-ce qu'il en sera dans 2 mois pour organiser un Grand Prix de F1 ? C'est pas sûr qu'ils en organisent un, et donc encore moins 2. Donc c'est vrai que la situation est tout aussi instable sur les remplaçants que sur les potentielles dates pour l'instant déjà validées. Donc là, la seule certitude, c'est qu'on a un premier triple-header qui va se faire, du coup, Belgique, Pays-Bas, Italie. Après, les autres, ils se bien modifiés et un peu perturbés. Donc je pense que la Turquie, ça fait déjà 2 fois c'est la 2e fois qu'il revient au calendrier après avoir été appelé en renfort puis annulé. Et c'est pas possible qu'effectivement le Grand Prix de Turquie n'ait pas lieu cette année, parce que la situation est finalement plus complexe que l'an dernier. Après, on rappelle que pour Austin, leur but à eux, c'est forcément d'avoir du public, parce que sans le public, ils n'ont pas les 25 millions de dollars chaque année de la part du gouvernement texan. Donc eux, s'ils n'ont pas ces 25 millions de dollars là, ils peuvent pas payer le plateau de la F1. Donc c'est plié. Donc ça veut dire 2 Grands Prix avec du public ou rien du tout. Donc si effectivement la situation dans le Texas elle est catastrophique, et c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça monte effectivement extrêmement rapidement avec le variant Delta là-bas, ça veut dire que ça interdit en fait d'avoir des courses avec du public, et donc du coup ça interdit ces courses-là, pour effectivement préciser les choses. Pour revenir sur les Pays-Bas, les organisateurs ont accepté un petit peu à contre-cœur quand même, parce qu'ils avaient dit eux c'est 100% de public ou rien du tout. 2 tiers, ils l'ont accepté, ils disent qu'ils l'ont pris un peu sur eux pour effectivement lancer l'épreuve. Voilà, ça y est, elle doit faire son retour au calendrier, il faut le faire. 2 tiers, c'est un moindre mal. Je pense qu'ils ne seront pas tout à fait à l'équilibre. On va voir quelles sont les garanties qu'ils ont eues du gouvernement des Pays-Bas pour effectivement peut-être combler le déficit, parce que voilà, ça reste un Grand Prix qui est totalement financé par les fonds privés et par le circuit. Donc s'ils ont accepté effectivement cette jauge de 2 tiers, c'est qu'ils ont dû avoir des aides quelque part. Voilà, et puis il y a une telle pression sur Zandvoort, sur Verstappen, premier titre mondial peut-être cette année, performance de Red Bull, Honda qui sont vraiment magiques, cette année. On n'imagine pas de se repasser encore une fois du Grand Prix des Pays-Bas et de le voir en 2022, et peut-être que Red Bull ne sera pas aussi compétitive que Mercedes ou Ferrari ou Alpine ou McLaren. Parce qu'on rappelle qu'en 2022, tout est remis à zéro. Et puis en plus, vas-y. Ouais, non, pour Zandvoort, en fait, le souci qu'ils ont eu, c'est que la décision les autorisant à avoir une jauge spécifique de la part du gouvernement néerlandais est arrivée après le début des installations, en fait, parce que là, ils sont en train de mettre en place les tribunes pour l'événement. Et donc, du coup, l'argent engagé pour lancer cette installation était de toute façon mieux dépensé en organisant le Grand Prix, en fait, avec un public restreint, plutôt qu'en annulant tout au dernier moment. Mais et puis, à mon avis, Zandvoort aussi, ils doivent commencer à voir quelque chose de très clair et très simple, c'est que maintenant, on est plus dans l'optique que 2022 sera la même chose que cette année. Oui. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette dynamique de plusieurs années avec le virus, avec ce genre de choses.
Donc ils se disent à un moment, en 2020, je peux comprendre qu'ils disent, allez, on passe notre tour pour que l'an prochain ça revienne à la normale. Ils se rendent peut-être compte aussi que ça ne reviendra pas à la normale avant 2-3 ans, peut-être au mieux. Eh ben voilà, allons-y, faisons ce qu'on peut, parce que il y a eu beaucoup de travaux qui ont été engagés à Zandvoort aussi pour remettre le circuit aux normes. Oui. Parce que je peux vous dire que quand ils ont annoncé que la Formule 1 y allait, c'était vraiment pas un circuit de Formule 1. Ils ont fait beaucoup de travail pour que ça devienne un circuit normal. Il faut maintenant aussi commencer à les rembourser, ces travaux, et à justement organiser des courses. Parce que c'est bien joli, mais si vous faites des travaux spécifiquement pour la Formule 1 et que vous accueillez les mêmes courses qu'avant que la Formule 1 ne vienne, ça n'est pas très utile, bien entendu. Tu parles du circuit de Vietnam, là, c'est ça? Pas du tout. Qui n'avait aucune course avant et qui n'aura aucune course après. Alors là, effectivement, eux, leur calendrier n'a pas changé du tout. Là, c'est assez incroyable. Vous allez voir qu'ils vont nous annoncer un calendrier avec Hanoï en première manche du championnat, parce qu'il y a visiblement qu'à la FOM et chez Liberty Media qu'on y croit encore, cette histoire de Grand Prix du Vietnam. Mais voilà, c'est aussi maintenant l'opportunité... pour les Pays-Bas de faire leur retour. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, et il serait temps, effectivement, ce serait l'année ou jamais. Imaginez que Red Bull se plante sur la conception de la monoplace 2022 et que Verstappen arrive l'an prochain en 8e position du championnat, ou 9e ou 10e. Je peux vous dire qu'il ferait un petit peu la tête. Même si les résultats de Jos Verstappen à l'époque n'empêchaient pas les marées de fans néerlandais de déferler, donc il n'y aurait pas eu de souci. Là-dessus, on parlera aussi de décaler peut-être le Grand Prix du Brésil, d'une semaine en tout cas, pour justement, encore une fois, permettre toute cette flexibilité, cette affaire mal. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on évoque un décalage du Grand Prix du Brésil et pas une annulation, alors que la situation là-bas est catastrophique depuis à peu près 12 mois. Mais voilà, visiblement, on est toujours enclin à vouloir organiser ce Grand Prix du Brésil. On rappelle que c'est là que devrait avoir lieu la 3e qualification sprint après Silverstone et Monza. Donc, visiblement, les plans de la FOM qui pourraient rester les mêmes. La FOM n'a pas le choix, en fait. Ils ne veulent pas casser le contrat. L'initiative du contrat cassé doit venir du circuit ou du pays organisateur. Donc, il y a des assurances derrière qui se mettent en marche. Si le pays souhaite organiser son Grand Prix et qu'il a le contrat pour, ils sont obligés d'y s'y rendre. Et actuellement, le Brésil, pour eux, tout va bien. Ce pays est magnifique. Le Covid, ils ne connaissent pas. Interlagos se fera à guichet fermé, Covid ou pas. Donc voilà, ils sont enclins effectivement à bouger d'une semaine s'il faut pour accommoder par rapport au Mexique, si le Mexique a lieu, ou le Texas. Mais ils sont fermes sur le fait qu'ils veulent leur Grand Prix cette année. Ce qui est assez incroyable. Louis qui dit que Jos Verstappen n'a jamais fait le Grand Prix national F1, bien sûr, mais quand je parlais de déferler, il déferlait partout, les fans néerlandais. Vous savez pas me faire quoi? Max Verstappen n'a jamais fait de Grand Prix national en F1 non plus, et pourtant j'ai vu beaucoup de fans sur certains circuits récemment, notamment en Autriche. Non, ça c'est pas un problème. Ça permet de rebondir d'ailleurs aussi sur les huées de Lewis Hamilton, sur Lewis Hamilton en Hongrie, où effectivement l'organisateur du Grand Prix des Pays-Bas a déjà appelé les fans, si ça fait partie des news qui sont tombées cette semaine, a déjà appelé les fans néerlandais de ne pas avoir ce comportement antisportif dans les tribunes, quoi. C'est pour l'image du pays, des fans, de la Formule 1. Il ne faut pas montrer ce genre de choses à la télévision, devant les caméras, à Zandvoort, parce qu'on peut très bien imaginer... imaginez que Hamilton fasse la pole le samedi, imaginez que Hamilton gagne devant Verstappen dimanche, ce que ça pourrait engendrer en termes de réaction dans le public. Donc Yann Lammers, qui est le directeur du Grand Prix, a demandé aux fans d'être plus grands que ça, et que même si Lewis Hamilton ne reconnaissait pas ses torts par rapport à Silverstone, il fallait être plus grand que ça. Voilà. Ils vouloir faire un Grand Prix. Vas-y, Amélie. Là, ils ont vouloir faire un Grand Prix des Pays-Bas plutôt bon enfant. Alors après, est-ce que ça sera dans la réalité? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont l'air de vouloir revenir sans faire de vagues au calendrier, discrètement. Justement, un peu comme tu disais tout à l'heure, Michael, c'est-à-dire vraiment se dire maintenant, la F1 est-ce qu'elle est, et quelles que soient les conditions, on va revenir pour faire un bel événement, donc on peut espérer que ça va être le cas. Discrètement, je pense que c'est mal connaître nos amis bataves. Ils vont faire un système où il y aura 2000 spectateurs le vendredi, 8500 le samedi et 75 000 le dimanche, avec des fumigènes, des machins, ça va être absolument n'importe quoi. C'est vrai que Jonas nous le dit, est-ce qu'ils avaient demandé à Monza à l'époque? Ah non, mais je pense que de toute façon, là, ils ont compris, Monza, il ne faut rien demander aux spectateurs. Ils font ce qu'ils veulent et ils font surtout la fierté d'Italie quand chaque année on les voit déferler sur le podium. Et parfois il y a des huées, mais c'est en général quand même toujours une belle ambiance, et je pense que c'est plutôt ce genre de choses qu'ils veulent répliquer du côté de Zandvoort, même si évidemment
La crise sanitaire fait que c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr. Au niveau du calendrier, on aura le Grand Prix de Miami en mai, l'an prochain. Bon, alors, visiblement, voilà. Ce qui est terrible, c'est que depuis qu'ils ont annoncé la F1 à Miami, tout le monde leur dit, bah, écoutez, c'est pas mal, mettez ça autour du Canada, ou mettez ça près d'Austin, machin. Et donc, on est parti pour un espèce de truc où on irait à Barcelone, à Miami, à Monaco, au Canada. Enfin bref, c'est une espèce de truc où on ferait 45 000 km d'avion pour 5 Grands Prix. Ouais, bon. C'est assez étonnant parce que en plus Monaco a confirmé déjà sa date fin mai l'année prochaine, donc ça veut dire que Miami aura lieu forcément avant Monaco. Est-ce qu'on peut avancer le Canada au mois de mai? J'en doute un petit peu aussi, donc effectivement en termes de coût pour la Formule 1, de logistique, ça me paraît un petit peu bizarre. Maintenant voilà, la FOM est prête à tout pour que son Grand Prix de Miami ait lieu. Et s'il y a besoin de faire 2 allers-retours en Amérique du Nord en l'espace de 2 mois, je pense qu'ils sont prêts à payer pour ça. Donc voilà, plus rien ne m'étonne non plus avec la FOM pour que ce Grand Prix ait lieu. Après, peut-être que aussi des questions de calendrier par rapport aux saisons des Miami Dolphins. Là, je ne suis pas expert du football américain. Là, ça se termine en février, hein, donc effectivement. Voilà. Donc là, j'ai peut-être Manu qui pourra me déclarer là-dessus, mais... Ça reprend après la pré-saison de NFL, elle reprend en août. Donc clairement, ils ne peuvent pas le faire avec le Grand Prix des États-Unis, l'autre Grand Prix des États-Unis, ou avec le Mexique ou Brésil en fin d'année. Ça, c'est pas possible parce que la saison a repris. Par contre, c'est vrai que rien n'empêcherait de le mettre en juin où il se passe pas grand-chose au niveau des Miami Dolphins. Donc, et en plus, je pense que le contrat du Grand Prix du Canada est déjà stipulé en juin, puisque c'est en fait le décalage du contrat de cette année qui n'a pas bougé. Oui. Après, bon, je pense qu'il y a possibilité d'avoir un minimum de flexibilité, mais dans les faits, je pense que le Canada est déjà prévu en juin. Ouais, et puis Miami-Canada ensuite, ça voudrait dire que forcément Le Mans serait impacté. Et comme la FIA s'est engagée à ce que la F1 ne rentre pas en collision avec Le Mans, enfin, en tout cas le moins possible dans les années à venir, ça doit aussi jouer à mon avis sur le fait qu'on est obligé de mettre Miami au mois de mai. De toute façon, c'est vrai que si on regarde le calendrier, en tout cas ce qu'on en connaît pour l'instant du calendrier 2022, c'est que Monaco est le 29 mai 2022, voilà. Ça c'est écrit. Les 24 heures du Mans, allez, on peut parier, on va prendre les paris, ça va être organisé si évidemment on n'a pas encore un décalage bien sûr, mais on peut partir sur le 12 ou le 19 juin, une de ces deux dates-là. Donc le Canada, faut le placer le 5 juin s'ils veulent faire en une semaine Monaco et Canada, mais je suis pas sûr. Impossible. Il faudra mettre soit le 12, soit le 19 selon ce que Le Mans fait. Si c'est le 12, ils peuvent imaginer alors Miami... Enfin, si Le Mans est le 12, ils peuvent faire le 19, le Canada, le 26 Miami, ça pourrait être intéressant, mais visiblement, ils veulent quand même que Miami ait lieu avant. Donc, il reste que de la place en mai. En même temps, c'est pas exclure qu'ils fassent un double-header Monaco-Montréal, puisque cette année, ils devaient faire un double-header Bakou-Montréal qui représentait 9000 km de voyage en une semaine. Donc, je pense que pour caler, de toute façon, on arrive à un point où ils veulent caler 23 ou 24 courses en on va dire, 40 semaines, on est obligé, et en plus sans faire de répartition géographique un minimum intelligente, ou en tout cas pas toute la saison, du coup on va forcément être obligé d'avoir des double-headers qui vont être complètement improbables, voire complètement absurdes, à l'image de Bakou-Montréal ou d'un potentiel Australie avec une manche européenne ou quelque chose comme ça, quoi. Après, il ne faut pas oublier non plus que la Formule 1 peut envoyer aussi du matériel par bateau, voilà, des choses qui peuvent rester aussi effectivement à Miami et ensuite être renvoyées à Montréal derrière. C'est pas à chaque fois l'intégralité du Formula 1 Circus qui se déplace. Il y a quand même du matériel. Voilà, les équipes, par contre, effectivement, pour elles, c'est les mécaniciens, les ingénieurs, tous ceux qui travaillent sur les voitures, c'est chaud. Après, moi, l'enchaînement Monaco-Miami, Monaco-Canada, je le vois moins parce que, alors là, en termes de différence de setup et de configuration des voitures, il n'y a pas pire, quoi. Là, il va falloir envoyer des pièces différentes, très clairement. Ça sera... entre Bakou et Montréal, je veux bien parce que c'est 2 circuits à haute vitesse urbain. Monaco et Montréal, c'est pas du tout la même chose, quoi, en termes de colonne de direction, d'aileron, de réglage, même de spécificité de refroidissement, ça n'a rien à voir. Donc je peux aussi comprendre que les équipes soient réfractaires à avoir quelque chose de très dissemblable à Monaco juste après Monaco. Il y a Louis qui nous demande aussi l'Indy 500, tout ça, c'est le 29 mai aussi. Hein, voilà, la F1 l'a dit, on veut libérer l'Indy 500, donc ils font le Grand Prix de Monaco le même jour, bien sûr. Mais ça, Louis, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est toujours la même date. Enfin, je peux déjà te dire que le 28 mai 2084, il y aura les 500 masses d'Indianapolis. Si, évidemment, nous sommes encore tous en vie, si la Terre est encore là, s'il y a encore des moteurs, tout ça, évidemment. Mais si...
Comment l'électrique, il dit 500. Ah oui, non, mais alors, non, j'arrête de suivre. Hein. Je pense à Indy 500 électrique, moi. Ou c'est avec endroit à gag à la promotion et tout. Non, ça ira. Ça va être insupportable. Il y aura le fils de Lucas Di Grassi qui courra. Oh la vache, ce sera insupportable. Et, mon calendrier Windows va jusqu'en 2119. Les 500 bases diapo seront également lieu le 28 mai 2119. Voilà. Si, évidemment, la civilisation humaine est encore présente. Mais ça, on n'en doute pas une seule seconde. Là, je ne sais même plus à quelle génération on en sera. Peut-être qu'Helio Castroneves sera encore là d'ailleurs avec sa tentative de 5e victoire, encore une fois, aux 500 bases d'Indianapolis. En tout cas, le calendrier Formule 1 2022 continue de se mettre en place, bien sûr. Et on aura des nouvelles d'ici, je pense, fin septembre, début octobre, peut-être qu'ils pourront faire ça. Mais il faut d'abord qu'ils s'occupent évidemment de 2021. Ce serait bien d'avoir d'abord un calendrier final pour toute la fin de saison. C'est sûr, c'est qu'on n'aura pas l'Australie pour commencer, ça c'est certain. Voilà. L'Australie, ils sont hyper frileux dès qu'il y a le moindre cas de Covid chez eux, donc ils vont pas tenter le diable encore une fois cette année. Ça commencera par Bahreïn, voilà, puisqu'il y aura 3 jours d'essai à Barcelone, 3 jours d'essai à Bahreïn, et on enchaînera avec le Grand Prix de Bahreïn. Et après, en deuxième Grand Prix, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, voilà, qui sera en fin de saison cette année et en début de saison l'année prochaine. Après, effectivement, tout est susceptible d'arriver, quoi. Est-ce qu'on retrouvera un Grand Prix de Chine ? Est-ce qu'on aura rapidement Barcelone ? Est-ce qu'on aura de nouveau Imola ? La situation sera fluide encore, je pense, par rapport au Covid. Effectivement, ça va aussi dépendre de la vaccination, ça dépend de tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vivre quand même 2 Grands Prix d'Arabie Saoudite en 6 mois, et ça, je pense que vous en frétillez toutes et tous d'impatience. Alors là où ils auraient pu faire fort, c'est d'avoir 2 circuits différents, mais bon, ce ne sera pas encore le cas. Non, ça va un peu plus tard, le deuxième. C'est vrai que j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va donner le circuit de Jeddah, et effectivement, je serais même pas étonné qu'ils prennent une place un peu plus importante dans le calendrier si jamais il s'avère être un bon fournisseur de spectacle, parce que finalement, ça reste quand même l'Arabie Saoudite, heureusement ou malheureusement, et un partenaire très important pour la F1. Ça donne beaucoup d'argent, notamment avec Aramco, mais c'est vrai que après, il y a tout le débat de la société autour, mais en tout cas, Jeddah semble, lui, parti pour bien s'implanter dans le calendrier jusqu'au changement de circuit. Théo Pourchaire aussi, les amis, tiens, qui a testé pour Alfa Romeo récemment avec Maher Raghunathan, ça on salue toujours avec grand plaisir, mais dans la foulée du Grand Prix de Hongrie, Théo Pourchaire qui a pu faire ses premiers tests en Formule 1. On avait pensé au début, mais ce n'était pas les tests Pirelli, il n'a pas testé les pneus 18 pouces, il était là vraiment avec un programme, une voiture d'il y a 2 ans, des pneus comme ça, et vas-y, rouler jeunesse, il a pu faire vraiment ses débuts en Formule 1, ça a l'air de s'être très bien passé. Et je pense qu'on doit être content, et là, je lance mon avis, après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Fred Vasseur, il est peut-être en train de se dire, on va peut-être pousser pour faire encore un an de Kimi Räikkönen. Dans 2 ans, on met Théo Pourchaire à sa place. Et je pense qu'il a peut-être l'avenir de tracer Fred Vasseur avec ce plan. Oui, d'autant plus que Alfa Romeo a une tête de pont française maintenant avec Monsieur Imparato. Donc un Français chez Alfa Romeo, je pense que ça le dérangerait pas non plus. Voilà, donc il y a 2 Français, alors chez Alfa Romeo, ça le dérangera encore moins. Non, Théo Pourchaire, c'est vraiment un des grands espoirs de la F1 future, de la F2 actuelle. Je crois qu'il a fait un temps en 1:19.2 si effectivement Alpha a publié des photos avec le temps sur le pitboard. Il y a quand même 2 secondes des poussières devant Raghunathan, donc je pense que voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. Il s'est pris une valise moins grande que d'habitude, Raghunathan, donc c'est peut-être que les tests de Pourchaire se sont mal passés du coup. Non, il était dans les temps, il était dans les bons temps des livres des pilotes officiels, donc ça s'est très bien passé pour lui. Voilà, après ça vient dans le cadre de la formation, de jeunes pilotes, donc c'est déjà très bien qu'Alfa Romeo puisse organiser ce type de test avec une ancienne monoplace, donc ça veut dire quand même de la logistique, de la faire venir, donc d'un budget quand même aussi, donc ça veut aussi dire qu'Alfa Romeo, c'est un bon signe, n'est pas dans les choux en termes de budget, donc il faut aussi voir les petits signes que cela peut apporter, parce que c'est pas assez fin qui irait mettre une voiture d'il y a 2 ans à disposition de n'importe quel pilote, parce qu'ils sont à l'euro près. Donc le fait de pouvoir organiser ce genre de test aussi, c'est aussi rassurant sur l'état de santé d'une équipe. Non, Franck, je te trouve malhonnête, je suis désolé. Mets à disposition de 2 pilotes une voiture d'il y a 2 ans tous les week-ends, et ça se passe très bien. Donc il pourrait largement le faire. C'est vrai que elle est passée de noire à blanche, du coup on la reconnaît pas, mais c'est vrai que c'est la même.
c'est ça, c'est assez terrible. Ça leur demandait des litres de peinture quand même, c'était compliqué. Chez ACF, qui, à mon avis, ils trépignent. Ils sont vraiment ils sont encore en discussion avec la firme pour récupérer la maquette, là, parce qu'ils sont pas sereins pour à Perich Energy, là, sur les anciennes carrosseries, ils n'y arrivent pas. Je suis sûr que tu mets un méga zoom et tu vois qu'en dessous, il y a encore le sticker, ils ont juste repeint par-dessus. Genre de trucs dont on rigole, mais qui sont déjà arrivés en F1. Vous pouvez déjà voir dans certains cas avec des nouvelles peintures. On voyait encore les sponsors en dessous, tout ce genre de choses. C'était assez sympathique cette affaire, mais toujours très sympa évidemment de voir Thibaut Pourchaire continuer. C'est voilà son apprentissage comme ça. C'est effectivement l'un des talents de l'avenir. Alors, il ne faut pas évidemment en faire trop tout de suite et commencer à dire que voilà, c'est forcément le nouveau Alain Prost, mais en tout cas, plus jeune vainqueur d'histoire en F2, il fait une bonne première saison en Formule 2 aussi, malgré sa blessure. Chance de Lewis dans le chat qui demande quid d'Oscar Piastri s'il gagne le titre de F2. Oscar Piastri s'il gagne le titre de F2, j'ai envie de dire pas de bol parce que bon, il est jeune pilote Alpine. Alpine, on a Christian Lundgaard qui a fait de l'IndyCar ce week-end, hein, donc c'est vous dire à quel point c'est bouché. Pour la jeune équipe, enfin pour les jeunes pilotes Alpine actuellement, je vois pas trop où ils pourraient le mettre actuellement. T'as risque de dire l'IndyCar. Si on pouvait éviter de commencer à avoir 5 Alpines en IndyCar, moi ça me dirait. C'est compliqué. Ouais, Alpine, il voulait effectivement tisser des liens avec des équipes un petit peu concurrentes pour l'instant. Voilà, essayer de commencer à nouer quelques alliances, mais pour l'instant, c'est pas du tout possible, quoi. Parce que Williams reste très ancré avec Mercedes, quand on parlait de Piastri peut-être chez Williams, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi. Effectivement, s'il gagne la F2, malheureusement, il pourra pas poursuivre en F2. Donc c'est vraiment bouché. Voilà, c'est le fait de pousser tous ces jeunes talents et d'en avoir plusieurs qui fonctionnent en même temps. Qui font qu'au bout d'un moment, la Lundgaard en IndyCar, je pense que ni Manu ni moi ne l'avions vu venir celle-là. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est bouché, quoi. Même Albon, Albon qui va s'intéresser à l'IndyCar, ça veut clairement dire qu'en F1 là, ça commence à être un petit peu compliqué, quoi. Trembler quand il y aura 3 millions de téléspectateurs aux États-Unis sur l'IndyCar parce qu'on a ramené tous les anciens pilotes de F1 et les futurs pilotes de F1 et les actuels pilotes de F1. Ça va devenir la F1 bis, mais c'est pas mal. Après voilà, pas mal de possibilités pour Piastri, Dino Manu. Ouais, non, le problème en fait d'Alpine aujourd'hui, c'est qu'ils veulent faire le format académie, mais ils n'ont pas d'équipe B. Ça, c'est ce que tu disais, Franck. On espérait qu'ils puissent potentiellement. Il y avait des rumeurs qu'il est lié à Sauber. On voit qu'aujourd'hui Sauber a renforcé ses liens avec Alpha. Il y avait des liens avec le retour de Williams-Renault, mais effectivement, le lien Williams-Mercedes sera encore plus fort en 2022 avec plus de partenariats techniques. Et du coup, ça semble un peu compliqué parce que finalement, ils ont au moins Alonso qui peut faire encore 1 ou 2 ans et Ocon qui a signé pour 3 ans. Donc, dans tous les cas, il n'y aura qu'une place. Et justement, on voit que des Lundgaard, des Piastri, des Zhou, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et enfin, voilà, ça condamne déjà la moitié d'entre eux à devoir réfléchir à un plan de carrière qui ne passe pas par la F1. Donc, c'est un peu compliqué quand ils viennent de dépenser de l'argent et qu'ils sont soutenus pour aller dans un championnat comme la F2, mais que derrière, ils ne vont pas sur l'objectif final qui est la F1. Donc, peut-être que Alpine va devoir aussi revoir son fonctionnement de l'académie, je pense, au bout d'un moment. Ça, c'est peut-être en endurance aussi, sinon. Peut-être en endurance aussi, peut-être. Il y a aussi quelques places là-bas, de ce côté-là. Aussi. Eh oui, en endurance, quand toutes les équipes vont arriver en hypercar ou en LMDH, il y aura peut-être moyen, mais c'est peut-être. Alors, ça, c'est un débat qu'on pourra peut-être se garder pour une autre émission quand il y aura un petit peu moins d'actu chaude, mais effectivement, est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir de nouveau le processus, ou en tout cas de faire un processus différent pour rentrer en Formule 1 pour les équipes, parce que c'est certes le pinacle du sport auto et c'est censé être difficile d'y accéder, mais est-ce que 20 places, ça n'est pas trop peu? On s'en contentait bien quand les constructeurs sont partis, mais maintenant, voilà, est-ce qu'on n'aimerait pas retrouver justement pas mal d'équipes? Maintenant qu'on va vers de la standardisation, est-ce que ce ne serait pas le moment pour faire venir des équipes, et pas des constructeurs, mais des vraies équipes indépendantes? Mais ça, on pourra en parler à d'autres reprises, bien sûr. On parle d'arrivée, mais là on parle aussi malheureusement de départ. C'est du côté de la moto, mais donc Petronas ne sponsorisera plus l'équipe du circuit de Sepang, car oui, le circuit de Sepang a une équipe en MotoGP. C'était l'équipe de Fabio Quartararo jusqu'à l'an dernier, et de Valentino Rossi cette année, et de Franco Morbidelli. Donc Petronas va stopper son sponsoring de cette équipe-là, et ça condamne également les programmes en Moto 2 et en Moto 3 de cette équipe-là. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la Formule 1? Parce que c'est évidemment à la Formule 1 qu'on veut raccrocher ça. Est-ce que ça risque d'être une difficulté pour Mercedes? Ou est-ce que finalement, avec Ineos qui est là et qui prend de plus en plus de place,
est-ce qu'on peut se dire que voilà, Petronas pourrait être remplacé par Ineos si Ineos le veut bien? C'est ça, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que quelle va jouer, parce que Petronas jouait le rôle de sponsor titre, est-ce que Ineos est capable de justement prendre ce rôle de sponsoring titre? On sait qu'ils sont actionnaires dans l'équipe à hauteur d'un tiers, donc en soi, je pense que ça ne poserait pas de problème. Et après, Petronas a déjà quand même expliqué qu'ils étaient en train de... Enfin, ils ont travaillé sur les carburants de l'an prochain, qui seront des biocarburants. Ils réfléchissaient à travailler sur la F1 à long terme. Donc, le programme semblait être assez ficelé avec Mercedes, mais bon, on sait que les décisions financières prennent souvent le pas sur les décisions sportives. Et finalement, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent encore faire au moins 1 ou 2 ans pour voir comment ça se passe en ayant justement libéré les fonds que prenait le programme moto, ou est-ce que Petronas va vraiment essayer de s'inquiéter un peu de l'avenir, en fait, qui est quand même pas idéal pour les pétroliers à long terme, et réduire tout de suite la voilure. Donc c'est vrai que Mercedes pourrait perdre aussi là un précieux partenaire. Ça voudrait dire aussi développer un moteur avec potentiellement d'autres carburants et lubrifiants. Alors moi, il y a quand même aussi des choses depuis l'arrivée d'Ineos qui me font dire que Petronas sont peut-être un petit peu touchy là-dessus. C'est que Ineos, ils ont quand même pas mal d'accords, notamment avec PetroChina en Chine, et ils développent aussi des carburants. Certes, ils sont très axés sur la chimie Ineos, mais ils sont aussi en train de travailler sur les carburants du futur. Donc, est-ce que Mercedes est aussi pas en train de choisir forcément son camp du côté d'Ineos, qui est quand même actionnaire à 33% de l'équipe, et que quand on basculera peut-être sur un carburant 100% décarboné, ce genre de choses, est-ce que Petronas ne sera pas prié d'aller voir ailleurs? Est-ce que Petronas travaille là-dessus ou pas? Voilà, il y a pas mal de domaines sur lesquels Ineos effectivement et Petronas sont en concurrence. Pas énormément, mais sur la pétrochimie notamment, il y a quand même quelques concurrences. Donc peut-être que c'est aussi en train de s'aplanir de ce côté-là. Je ne dis pas que Petronas va se retirer de la F1. Effectivement, on a peut-être aussi des choix à faire en termes budgétaires, même si je crois que la société va très très bien du côté de Petronas. Voilà, je pense que c'est aussi un choix pour le futur, voilà, qui va se faire. Et Ineos, voilà, grand de la chimie et même bientôt de la pétrochimie avec ses divers accords, pourrait avoir envie de garder son monopole. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu difficile de faire le lien avec ce qui se passe en moto. Enfin, selon moi, je pense que voilà, c'est un peu prématuré. Alors Franck, justement, Petronas fabrique des choses qui vont dans des moteurs. Eh ben, je te laisse la parole. Parle-nous un petit peu moteur, tiens, pour terminer. Ah oui, niveau moteur, effectivement, il y a eu de la news, effectivement, pendant l'intersaison, enfin, le début de cette intersaison, puisqu'on a Mattia Binotto, on va commencer par Ferrari, pas commencer par le moteur qui a le plus progressé depuis l'année dernière, donc c'était pas compliqué pour Ferrari de faire mieux que l'année dernière, puisqu'ils avaient été bridés par la directive technique de la FIA suite aux affaires de fin 2019. Mattia Binotto a révélé donc que tous les composants 2021 du moteur n'avaient pas été introduits. Donc, ce qui veut dire, il n'a pas encore cité lesquels. Donc il y a des nouveautés en termes de composants, de pièces qui vont arriver après la pause estivale. Alors pas à Spa, peut-être à Monza pour leur Grand Prix à domicile. Je ne sais pas, peut-être après. Il a dit plus tard. Ouais, donc un moteur, donc pour le coup, on peut dire évolué. Ça ne serait pas une deuxième version ou une troisième version dans le même quota. C'est vraiment un moteur qui sera évolué parce qu'il y aura de nouveaux composants. 1, 2, 3, 4, on ne sait pas. Ça n'a pas été précisé. Est-ce que le moteur thermique est concerné? Est-ce que c'est le turbo? Est-ce que c'est le MGUK? Est-ce que c'est le MGUH? Voilà, donc il y a un petit gain de performance, de puissance à atteindre du côté de Ferrari. Moi, en termes politiques, je verrais bien ce moteur-là à Monza, évidemment, là où il y a besoin de puissance et de faire parler un petit peu la poudre. Après, voilà, ils sont pas non plus là pour viser la performance absolue, ils sont vraiment là pour préparer 2022. Binotto a vraiment parlé de ces pièces-là aussi comme un début aussi en termes d'expérience pour le moteur 2022, parce que le moteur 2022 lui sera encore complètement nouveau, puisqu'après, pour le coup, il sera vraiment gelé jusqu'en 2025-2026, selon les règles. Donc là, effectivement, ce moteur 2022 où il y aura plus de biocarburants dedans, je crois que c'est 10% au lieu de 5%, avant d'avoir effectivement les carburants décarbonés. Voilà, c'est vraiment un laboratoire cette année Ferrari. Donc c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas introduit tous leurs nouveaux composants en début d'année. Voilà, maintenant reste à savoir quelle sera la nature de cette augmentation de puissance.
Est-ce que ça touche le moteur thermique? Est-ce que ça touche le turbo? Voilà. Si c'est le moteur thermique et turbo, il y a beaucoup de gains de puissance à atteindre. Si c'est le MGUH ou le MGUK ou la batterie, je pense que ce sera un peu plus mesuré en termes de gains. C'est sûr. Moi, je pense qu'effectivement, le Grand Prix d'Italie, ça paraît le moment idéal pour l'introduire, dans le sens où si Ferrari et Alfa Romeo, plus As, dont on sait que c'est un moteur Ferrari, peuvent faire un bond en performance le même week-end, en reprenant un moteur neuf sur les 6 voitures, et un week-end aussi où il y aura quand même la course sprint, la qualification sprint, donc il y aura besoin d'avoir de la puissance tout le long du week-end. Je pense effectivement que ce serait le meilleur moment pour introduire ces nouveautés, quel que soit le gain en performance qu'elles apportent, parce que je pense que Monza restera un endroit naturellement où les équipes voudront avoir un moteur neuf, donc ce sera l'idéal pour eux, je pense. Ouais. Après, en termes de moteur, on a aussi eu encore une nouvelle polémique de Red Bull face à Mercedes. Ça faisait longtemps. Pardon. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Bah oui, écoutez, ça faisait juste que 3 ou 4 jours qu'on a pu entendre parler de quoi que ce soit. J'ai dit, tiens, allez hop. Helmut Marko a donc remis une petite pièce dans la machine et a demandé des clarifications à la FIA du côté du refroidissement du moteur Mercedes, qui exploiterait une zone grise, selon eux. Et donc, il y aurait une clarification d'ici Spa. Donc voilà, donc ce serait une des raisons pour lesquelles le moteur Mercedes aurait réussi à gagner un petit peu en performance en termes d'exploitation, parce que ils n'ont pas eu d'évolution sur leur deuxième moteur, mais ils ont effectivement vraiment quelque chose du côté du refroidissement, une innovation qui serait dans une zone grise, mais plutôt noire, plutôt que verte, du côté de Red Bull. Donc clarification est demandée, et Marko nous a dit restez à l'écoute. Donc est-ce que la directive technique de la FIA arrivera d'ici Spa là-dessus? C'est une bonne guerre. Je pense qu'effectivement, là, ça tire sur n'importe quel jeu de performance possible et imaginable. Dès qu'il y a le moindre dixième gagné ici ou là et que ça prête à interprétation, et on va voir Michael Massey, on va voir la FIA, on demande des clarifications. Donc c'est le jeu. Voilà. Donc il y a cette news-là qui est tombée. Donc peut-être une petite polémique à Spa. Évidemment, Spa, circuit de moteur aussi comme Honda. Donc très important pour Red Bull et Honda d'avoir une clarification, puisque c'est peut-être aussi une réponse de la part de Red Bull et de Honda, qui ont été aussi apparemment un peu bridés dans le déploiement de leur énergie électrique. Ça faisait quelques mois d'après Mercedes et Helmut Marko qu'il y avait des différentes interprétations sur le déploiement possible d'énergie électrique du moteur Honda. Donc ça s'est résolu, et apparemment le moteur Honda aurait perdu un petit peu en termes de déploiement de cette énergie. Donc voilà, c'est quelque chose de plus lissé sur un tour, et moins soudain, ou moins de pics, moins de crêtes. D'après ce que j'ai pu lire, c'est assez complexe en termes techniques. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui permet effectivement d'avoir un pic de puissance qui est moins élevé, notamment en vitesse de pointe. Et effectivement, on s'est rendu compte que les Red Bull avaient perdu un petit peu en vitesse de pointe depuis Silverstone. Donc ça, c'était pour la deuxième news moteur. Et la troisième news moteur qui ne nous fera pas de plaisir à nous Français qui aimions bien Monsieur Rémi Taffin, qui était depuis 1999 chez Renault F1, qui a gravé les échelons de cette belle institution, qui était devenu directeur moteur ces dernières années, qui a présidé donc à l'évolution de toutes les évolutions, notamment après le raté de 2014. Faut être clair, Renault avait vraiment loupé son moteur en 2014 avant de revenir en 2015 en termes de puissance, pas tellement encore en termes de fiabilité. Et surtout en 2016, effectivement, ça allait un petit peu beaucoup mieux, même, on va dire, à partir de 2016. Donc, je pense que Rémi Taffin paye clairement l'ère Carlos Ghosn, l'ère Cyril Abiteboul. Donc c'est un petit peu le dernier maillon de la chaîne, qui rappelait un petit peu l'ancien temps. Il y a eu quelques propos de Marcin Budkowski et de Laurent Rossi, qui parlaient aussi effectivement du manque de la stratégie, de ne pas développer du tout ce moteur 2021 par rapport à l'an dernier, parce que le moteur Renault de cette année est quasiment identique à celui de cette année, afin de se concentrer totalement sur 2022. Est-ce que c'est Rémi Taffin qui a imposé ça? Est-ce que c'était un choix partagé par la direction de l'époque? Ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. J'espère qu'un jour on pourra avoir la chance d'avoir Rémi Taffin avec nous dans le Grand Prix Talk pour en parler. Je pense qu'on peut l'avoir s'il rebondira pas ailleurs en F1. Mais il se dit que du côté de Red Bull Powertrains, on négocierait sérieusement avec Rémi Taffin pour le recruter dans le futur programme moteur de Red Bull. Puisque Rémi Taffin, lui, gardait quand même de bonnes relations avec Christian Horner et Helmut Marko. C'est vraiment Cyril Abiteboul qui était en grippe avec ces deux personnages de Red Bull. Voilà, pour les news côté moteur de mon côté, je vous laisse commenter.
qui cristallisait tout ça. Tiens, on a Sébastien dans le chat qui nous demande en parlant de moteur, est-ce que les deux Red Bull ont une pénalité à Spa? On le saura à Spa, quand ils seront là et qu'ils auront changé ou non leurs éléments, Sébastien, parce que c'est toujours bon de le rappeler évidemment comment fonctionnent les pénalités. C'est simplement, si vous utilisez un élément, si vous ramenez un élément sur la voiture qui n'est pas dans l'allocation de quota, un élément c'est quoi? C'est un élément du moteur. Le moteur est découpé en 6 éléments distincts. Vous avez le droit à 2 ou 3 éléments par an selon la zone. S'ils en amènent un 3e ou un 4e, eh ben, ils prendront une pénalité à ce moment-là. Mais si c'est quelque chose qui est dans leur allocation, ils ne la prendront pas. C'est vrai que ça commence à être chaud pour Red Bull Honda, bien sûr. C'est vrai que Rémi Taffin pour Red Bull, Manu, ce serait quand même une recrue de choix. Hein. Ils sont en train de piocher un petit peu partout, ce serait parfait. Il était très apprécié à l'époque, évidemment, quand Red Bull Renault gagnait, on louait beaucoup, évidemment, ce que faisait Rémi Taffin. Bah c'est sûr, de toute façon, Rémi Taffin a traversé un peu les airs du fin de V10, V8 et V6 hybride, et c'est vrai que l'ère de domination de Red Bull sur le plan moteur, c'est quand même pas mal lui qui l'avait orchestré, et puis bon, ça a été plus compliqué sur l'ère hybride, mais essentiellement parce que Mercedes avait fait un gros travail aussi. Renault a quand même eu des bonnes années en termes de moteur. Après, je pense qu'il paye un peu malheureusement, tout comme tu dis Franck, il paye toute l'ère précédente du développement de Renault dans son ensemble, qui était vachement, qui était drivé par les coûts et par l'aspect très politique lié à Carlos Ghosn puis à sa succession. Ce qui a quand même coûté cher parce que du coup, les budgets de développement ont été quand même assez restreints par rapport à ce que les autres constructeurs mettaient dans les moteurs. Si Honda est revenu aussi fort, c'est aussi parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ce que n'a pas fait Renault à l'époque où ils avaient les plus gros problèmes. Ils ont fait les choses petit à petit et c'est pour ça que de 2014 à 2016, ça a été très long. Et puis après, je pense effectivement que du coup, Luca De Meo a l'air de vouloir vraiment reprendre un cycle tout nouveau. Il est du genre à croire en un management vraiment de renouveau et de cycle. Et je pense que pour lui, même si Taffin ne faisait pas du mauvais boulot, il a besoin de vraiment tourner une page et il veut insuffler à l'équipe quelque chose de tout nouveau avec l'ère Alpine. Donc je pense que c'est ce qui va se faire à partir de là. On voit déjà que l'organigramme a été totalement changé au niveau de la gestion de l'équipe avec l'arrivée de Davide Brigio et la promotion de Marcin Budkowski, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, ça va faire pareil au niveau du département moteur. Alors, qui ils vont prendre, je ne sais pas, mais de toute façon, ils vont devoir avoir un chef d'orchestre qui va aussi bien gérer la suite. Bon, c'est vrai qu'ils ont 3 ans pour se retourner, parce que là, finalement, les produits vont être gelés, mais le développement sur les prochains moteurs ne commencera pas en 2025 pour 2025. Donc, il va falloir rapidement mettre en place la suite et la relève de Rémi Taffin. Ouais, et puis en plus le moteur 2025, parce qu'effectivement, il y a la question de je sais pas comment on prononce, Xwanz. Voilà, sur le 4 cylindres, effectivement, ça fait aussi partie des choses qui ont été débattues. Voilà, c'est qu'effectivement, Volkswagen, via ou Audi ou Porsche, voudrait revenir en F1, mais avec une architecture thermique qui serait aussi modifiée. C'est-à-dire, effectivement, Mercedes, Renault, Ferrari, bon, je parle pas de Honda, parce que Honda s'en va, mais Red Bull Powertrain aurait l'expérience du V6 thermique depuis 2014. Et donc l'idée serait de remettre à plat tout le monde avec un V4 qui serait toujours d'un litre 6, parce que j'ai compris, ou un 4 cylindres en ligne, une des deux architectures. Alors là-dessus, effectivement, chez Renault, on a crié au loup, on a dit non, on n'avait pas de question, on va pas tout rechanger parce que voilà, un nouveau constructeur veut arriver pour en faire plaisir à un pour déplaire à 3 autres. C'est pas dans le but non plus. Ne pas non plus tout jeter à la poubelle. Il y a déjà effectivement l'essence décarbonée qui doit arriver. Il y a pas mal de choses qui doivent arriver pour simplifier les moteurs, les rendre moins chers développés. Donc voilà. Après, est-ce que la FOM a vraiment envie d'imposer un 4 cylindres derrière? Ferrari serait pas contre, ce qui moi m'étonne, parce que déjà qu'ils sont en train de passer leur berlinette de V12 à un V8 et de V8 en V6. Le 4 cylindres dans une Ferrari, c'est pas pour demain la veille. Donc voilà, que Mattia Binotto soutienne un 4 cylindres en F1, ça m'étonne un petit peu, mais ce serait a priori le cas. Alors ça reste des rumeurs, ça reste des spéculations, il n'y a pas eu de confirmation de la part de Ferrari là-dessus. Donc à prendre avec des pincettes. Donc ça ferait deux constructeurs en faveur du 4 cylindres contre peut-être potentiellement 2 autres, puisque Toto Wolff veut rester sur le V6, Renault voudrait rester sur le V6. Ça promet des débats assez houleux, et les débats reprennent à Monza d'ailleurs, puisque ça va être formidable. Tout ce petit monde se retrouve de nouveau à Monza pour discuter de tout ça. Encore à suivre. Il y a Gwen, c'est excuse-moi, qui me demande aussi pourquoi ne pas vendre les moteurs de F1 à IndyCar? Parce qu'une saison d'IndyCar pour une voiture, ça coûte 1/10 du prix du moteur à l'année.
en F1, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux pas venir dire aux équipes bonjour, voilà, son moteur c'est 15 millions, hein, débrouillez-vous. Ça tuerait l'IndyCar, cette décision. Après, c'est peut-être l'objectif, hein, je ne sais pas. Si la FOM veut le faire, ils ont qu'à faire ça, mais ça ne pourra pas marcher. L'IndyCar a pour l'instant un système qui est très simple. Ils ont leur V6, ils vont proposer un système de KERS, en fait, un système hybride en plus qu'ils vont rajouter. Basta, ça va pas coûter très cher aux équipes et ils vont continuer de faire leur propre route sur ce point-là. On rappelle que le 4 cylindres aussi, c'était le moteur universel que voulait la Jean Todt et la FIA en début des années 2010. Donc, une proposition retoquée par Ferrari d'ailleurs. À l'époque, c'est Ferrari qui a mis son veto clair et net à un moteur 4 cylindres. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des V6 en F1. Sinon, effectivement, on aurait pu avoir ce moteur universel un petit peu partout, ce 4 cylindres turbo, hybride, en endurance, en F1. Voilà, ça c'est pas passé loin. Mais bon, Ferrari a dit non. C'est souvent ça, hein, sur les 70 dernières années. Il y a la question de Tyrex dans le chat qui dit pourquoi pas proposer les deux types de motorisation, du moins laisser le choix. En fait, la F1 ne veut pas d'une guerre de moteurs qui ferait des dépenses complètement hors de contrôle. L'important, c'est d'avoir un règlement. C'est pour ça que les règlements vont vers quelque chose de plus contrôlé. C'est justement pour que la F1 coûte moins cher, parce que si tu mets une liberté totale de création de format du moteur en disant venez avec l'architecture que vous voulez, ça va forcément engendrer des dépenses énormes du côté du développement, et c'est pas à la fin les constructeurs qui vont trop tirer sur les ficelles financières vont finir par partir du jour au lendemain, et c'est pas ce que la F1 veut. Donc l'intérêt, c'est de contrôler tous les budgets, y compris et surtout le moteur. Oui, il y a des dépenses, des différences de performance. D'ailleurs, c'est la même chose pour la guerre des pneus. Il y a très plein qui nous disent pourquoi il n'y a pas de guerre des pneus en Formule 1, Pirelli on en a marre, remettez-nous du Michelin. Mais non, souvenez-vous de la guerre des pneus, quand il y en avait, effectivement, ça allait plus vite, mais ça tenait plus longtemps. Mais quand il y avait un manufacturier qui dominait l'autre, il y avait un groupe d'équipes qui était devant et un autre groupe d'équipes qui était derrière. Et puis il n'y avait rien à faire sur la saison. Il n'y avait rien qui ne fonctionnait. Donc, pareil, les pneus, c'est tellement sensible en termes de performance. Ça peut jusqu'à plusieurs secondes au tour, hein, quand un très bon pneu par rapport à un pneu un peu moyen. On se souvient que Michelin avait fini par prendre le dessus sur Bridgestone, et ce qui avait aussi valu à Renault de pouvoir dominer Ferrari à partir de 2005, ce qui a aussi permis effectivement à Alonso du coup d'être titré. Sans Michelin et cette supériorité technique cette année-là, Alonso n'aurait pas gagné le titre face à Schumacher. Hein. Soyons clairs aussi là-dessus. C'est le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va vers une convergence des performances, c'est pas pour créer des séparateurs. Donc effectivement, il n'y a pas de raison de changer tout ça. Vous voyez qu'on a changé un petit bandeau en bas. Posez-nous vos questions, hein, allez-y, on va faire les 10 dernières minutes en mode... On a déjà commencé à répondre. C'est ça, on a commencé, mais voilà, on va continuer sur cette voie-là. Vas-y Manu. De toute façon, la guerre des pneus, en fait, ça marchait aussi à l'époque où les équipes faisaient 40 000 km d'essais par an, chacune. Là, aujourd'hui, avec les restrictions d'essais qu'il y a, la guerre des pneus, ce serait beaucoup de développement pour finalement pas grand-chose de plus que ce qu'on a aujourd'hui en termes de spectacle. On a tellement changé d'air de la Formule 1 que ça ne marcherait plus d'avoir deux manufacturiers pour espérer que les manufacturiers fassent de meilleurs pneus que ce qu'ils font là. On pourrait mettre Bridgestone, Goodyear ou Michelin avec le cahier des charges de Pirelli et les restrictions de budget et d'essais, ça ferait la même chose. Donc, je pense qu'effectivement, c'est comme tu dis, la F1 veut aller vers quelque chose qui coûte moins cher, et ça passe par les pneus, le moteur et autres. Ouais, et pour rester sur les pneus, parce qu'il y a Sébastien qui nous pose la question sur les pneus 2022, est-ce qu'il y aura encore les jantes qu'on a vu en 2009? Tout à fait, les flasques sont prévues sur les F1 2022. Pour une simple et bonne raison, déjà en termes d'aérodynamisme, c'est plus efficient, mais aussi ça permet d'éviter à ce que les équipes créent des flux d'air perturbés. Parce qu'on sait que le flux d'air rentre par les écopes de frein et ressort par les moyeux des jantes, et peut fortement perturber le flux d'air derrière une voiture. Le but, c'est vraiment d'avoir un flux d'air le plus propre possible derrière la voiture, donc d'avoir des pneus et des jantes mieux carénées. Ça permet aussi d'avoir un air un peu plus propre en sortie de voiture, et donc du coup plus d'appui pour la voiture qui suit. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit ce gros aileron à l'avant qui carène un peu plus les pneus. On voit aussi cette petite dérive aérodynamique au-dessus des pneus avant, qui seront aussi obligatoires, qui seront d'ailleurs une pièce standardisée, je crois, sur toute la F1, pour qu'effectivement il n'y ait pas d'avantage ou de désavantage aérodynamique de ce côté-là. Vraiment le but, certains peuvent trouver ça assez moche, certains trouvent ça plutôt joli, mais là on est clairement dans l'efficience, et aussi dans le but que ce règlement 2022 fonctionne en termes de dépassement. Nico qui nous demande est-ce qu'on sait quand le contrat Pirelli prend fin? 2024. En tout cas, c'est maintenant le nouveau contrat qui a été signé pour le 18 pouces, c'était jusqu'en 2023, mais comme la réglementation 18 pouces a été repoussée d'un an, ils ont augmenté d'un an le contrat aussi. Donc voilà, Pirelli sera en F1 jusqu'en 2024.
Et encore une fois, on le répète souvent, et c'est terrible parce qu'on a parfois l'impression de parler sans forcément être écouté à ce point-là, mais encore une fois, il n'y a pas de raison pour la FIA d'arrêter de collaborer avec Pirelli, sachant que ils font ce qu'on leur dit de faire, et quand il y a des soucis, ils prennent des mesures très rapides pour régler ces problèmes. Ils restent pas là comme par exemple c'est pas Goodyear en NASCAR où on a des problèmes de crevaison depuis approximativement 19 ans. Non, en Formule 1 quand il y a un problème, directement on dit écoutez désolé voilà on va mettre en place des solutions. Donc pourquoi la FIA se priverait de Pirelli, qui est une entreprise qui investit en Formule 1, qui souhaite continuer aussi, parce que tout le monde hurle au retour de Michelin et patati patata. Michelin n'a pas forcément envie de revenir en Formule 1 aussi, faut pas l'oublier. Faut qu'il y ait une envie. Petite info d'ailleurs 18 pouces, qui sortira demain sur Next Gen Auto. Sébastien Vettel a livré quelques premières impressions sur les 18 pouces et il est capable de nous dire que ces pneus qu'il a pu tester, c'était après Silverstone, avec son Aston Martin, et ils lui permettent de piloter plus longtemps à la limite, sans surchauffe. Ils sont plus faciles aussi sur les vibreurs. Ils ont plus de grip dans les virages lents et moyens. Et même en termes de rapidité, il était plus rapide dans ces sections que les pneus 13 pouces actuels. Voilà, donc petite info quand même qui fait que Pirelli a l'air de bosser dans le bon sens. De toute façon, après, je pense aussi que Pirelli bosse dans le bon sens. Il bosse dans le sens que la FIA et la F1 veulent. Aussi. Et je pense que c'est une des rares entreprises pneumatiques aujourd'hui qui accepte de mettre à ce point-là en danger son image en sport auto, parce que finalement l'image de Pirelli est très mauvaise avec les problèmes en F1 et un peu en rallye, alors que c'est pas forcément de leur faute, et au final je suis sûr que Michelin refuserait d'avoir une image de marque qui soit aussi écornée par des scandales comme on peut avoir, qui sont encore une fois pas forcément de la faute de Pirelli, mais à la fin on voit des crevaisons à bas coût. Qu'est-ce qui ressort, c'est que Pirelli fait des pneus de merde, pour ainsi dire, alors que finalement non. Mais je pense que la F1 est consciente aussi que si Pirelli s'en va, les fournisseurs potentiels derrière ne seront pas énormes. Il n'y aura pas Michelin, parce qu'ils veulent axer de toute façon sur les pneus de route. C'est pour ça qu'ils font la Formule 1 aujourd'hui, parce que c'est des pneus qui sont dérivés ou quasiment similaires à ceux de route. Et puis voilà, Bridgestone, c'est pas forcément leur plan non plus. Ils ont Firestone qui fait l'IndyCar pour l'instant et ça leur va bien. Goodyear ne fera plus ça. Voilà, donc après, ce seraient des marques un peu moins prestigieuses, un peu moins connues. Et la F1 n'a pas envie d'une marque forcément moins prestigieuse aussi. Si on dit demain la Formule 1 avec Kumho Tires, sans leur manquer de respect, ça fait moins rêver quand même. Complètement. Hein. Il faut garder un côté, que ce soit des pneus classiques et connus, quoi. Donc, je dirais que le pire entre guillemets serait BF Goodrich, parce que ça reste quand même du Michelin et que la marque est un peu connue. Mais en dessous de ça resterait compliqué de changer et de perdre ce prestige-là. On leur met des feux verts et puis voilà, c'est parti. Mais bon, je suis pas sûr que... Noroto, parce qu'il faut aussi une autre marque aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Et Speedy, va donc. Alors, le CSA va être ravi. On a respecté tout ce qu'il fallait dire. Non, mais c'est... Alors, on demande est-ce qu'Englebert existe encore. Ça, c'est une très bonne question. Attends, je regarde. Pour dédouaner Pirelli aussi, il faut aussi dire qu'il y a une grosse tendance depuis ces dernières années à ne vouloir faire absolument qu'un seul arrêt lors des Grands Prix. Tant qu'on ne modifiera pas aussi ce contexte-là réglementaire qui fait que toutes les équipes vont tenter le tout pour ne devoir faire qu'un seul arrêt, les pneus Pirelli seront à chaque fois poussés dans leur retranchement en fin de Grand Prix, quoi. Genre, si les pilotes ne ménagent pas leurs pneus, jamais de la vie ils font un seul arrêt. Faudrait trouver un moyen effectivement pour qu'il n'y ait plus cette gestion de pneus et que 2 arrêts redeviennent plus intéressants qu'un seul. Et là, on parlera plus du tout de crevaison, de problème de durabilité des pneus. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Tu fais 2 arrêts obligatoires et là, dans ce cas, tu dénatures un peu la course. Mais si tu obliges les équipes à faire 2 arrêts en course. Sans aller jusque-là, mais après, il faut essayer de comprendre aussi les racines du mal. Pourquoi est-ce que vraiment on a vraiment glissé sur un arrêt ? Voilà, quand on regarde les communiqués de Pirelli, en général, le samedi soir. En général, c'est toujours la stratégie à un arrêt qui est la plus privilégiée, qui n'est pas forcément la plus rapide. C'est celle qui permet d'avoir le moins de risques, c'est celle qui permet effectivement de démarrer avec 2 pneus différents, voilà, donc de choisir ça. C'est voilà, je suis pas là pour défendre Pirelli ou pour les accuser. Je suis surtout là pour dire qu'effectivement il y a un contexte qui fait que les pilotes et les équipes sont tentés de pousser au maximum ces pneus jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Et forcément des fois on a des mauvaises surprises. Et moi ça m'étonne pas. C'est sûr.
Ryan Spirit qui nous évoque le Grand Prix de Turquie 2011 à 4 arrêts. Bah oui, les débuts de Pirelli, on faisait 4, 5, 6 arrêts, c'était formidable. Mais encore une fois, voilà, c'est pas le cahier des charges actuel, malheureusement ou heureusement, et il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas le cahier des charges de l'an prochain. On vous rappelle, il faut faire des pneus pour une toute nouvelle monoplace. Pirelli va très certainement surestimer les contraintes posées par les nouvelles monoplaces, parce que s'il les sous-estime, on part sur un très gros problème de sécurité. Tout simplement, quand on est passé en 2017, les pneus étaient en bois parce qu'on leur a promis des énormes charges. Et il faut dire que d'ailleurs, ils ont dit surestimé sur certains circuits, ils ont d'ailleurs été un petit peu surpris du côté de Pirelli. Mais ils vont évidemment aller du côté de la sécurité et faire en sorte que ça se passe correctement. Parce que vous imaginez, si l'an prochain, les pneus, s'ils se dégradent, pourquoi pas, mais s'ils explosent parce que les voitures sont trop rapides, là, ça devient évidemment un énorme problème de sécurité. Et là, ça devient un problème de communication aussi pour Pirelli, qui pour l'instant n'en a pas vraiment, parce que voilà, c'est surtout en Formule 1 qu'on dit qu'ils ne savent pas faire des pneus, mais le grand public ne s'intéresse pas trop, c'est entre guillemets des crevaisons d'initiés, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que oui, nous, on est au courant de ce qui s'est passé à Bakou, tout ça, mais le grand public, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Si par contre l'an prochain vous avez un Grand Prix et 8 voitures crèvent au même endroit parce que les voitures vont trop vite, là je peux vous garantir que tout le monde sera au courant et ça sera beaucoup plus compliqué à gérer. Question de Sébastien sur les couvertures chauffantes, est-ce qu'elles seront encore en application en 2022 ? Tout à fait. Et Franz Tost s'en est déjà offusqué, il a dit que ça leur coûterait 350 000 € pour renouveler le matériel. Voilà. Merci Franz, oui, mais il a raison, en même temps, en ces périodes de plafond budgétaire, il a raison de parler. Rapidement les amis, moi je commence à en avoir un petit peu marre déjà, alors que ça vient de commencer cette année, mais j'en ai marre de cette F1 qui compte le moindre sou, là, ça devient... c'est incroyable, quoi. Ouais. Ouais, le pire, ça reste le débat sur qui doit payer quand il y a un accident. Ça, moi, c'est un débat qui me m'horripile tellement je trouve que c'est un débat d'assureur et pas d'équipe de F1. Et effectivement, c'est un peu le revers du budget cap, du plafond budgétaire, qui fait que on se retrouve avec des débats mais qu'on n'aurait jamais eu et des gens qui veulent faire payer un pilote ou une équipe qui a sorti l'autre, vraiment exactement à la façon d'un constat à l'amiable, quoi. Donc c'est ridicule parce que c'est pas possible en Formule 1. Et là, ça vient quand même de gros problèmes. Il y a des top teams qui disent oui, ça coûte plus cher que prévu, on n'avait pas ce budget-là. S'ils avaient eu un budget plus serré, comme l'ont eu les petites équipes, je suis désolé, mais Haas, Williams et Alfa Romeo, ils doivent prévoir leur budget accident dans un budget qui est en dessous du budget cap. Donc c'est faisable. Maintenant, c'est à eux de savoir aussi que oui, ils ont beau être à l'avant d'un peloton, il y a quand même des accidents et qu'une F1, ça coûte cher à remplacer. Donc en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, Michael. Moi, je trouve que c'est vraiment fatigant d'entendre parler que de ça en ce moment, comme si c'était pas un sport et comme si c'était plutôt de la comptabilité. Non, mais on dirait 10 équipes de fond de grille, quoi. C'est affolant. Je trouve ça, je suis désolé, ça va peut-être choquer, mais moi je trouve que la Formule 1 devrait pas s'inquiéter pour 350 000 balles, quoi. Il devrait s'inquiéter pour des dépenses beaucoup plus. La situation était inversée en fait. La situation était inversée parce qu'elles ne peuvent plus aller chercher le moindre euro de plus parce qu'elles sont au taquet du budget. Ah, c'est ça. Ouais. Alors qu'une équipe de F1 de fonderie qui a un accident, elle peut toujours aller chercher un sponsor, essayer de gratter un truc un peu en cours de saison, trouver 500 000 € ou 1 million en rajoutant un petit sticker ici ou là. Eux, c'est possible, ils peuvent le faire. Maintenant, effectivement, les top teams doivent aussi, effectivement, ils avaient peut-être moins d'accidents les années précédentes parce que Mercedes roulait devant et il n'y a personne qui voulait les titiller. Cette année, ils vont accepter que Red Bull ils sont juste derrière et que du coup, maintenant Hamilton et Verstappen, ça risque de clasher à n'importe quel moment. On ne souhaite pas non plus que ça se passe à tous les grands prix, mais ça pourrait très bien se reproduire. Hein, et rien ne nous empêche de penser qu'il peut y avoir encore une Red Bull ou une Mercedes qui soit totalement désossée à la fin d'un Grand Prix. Ça pourrait totalement arriver. Donc encore un budget de 1,5 million ou 2 millions à prévoir. Voilà. Et si elles sont maintenant encore prudente et pris en compte tout ça, et si elle se loupe en 2022, le budget accident, il faudra encore l'augmenter parce que si on finit en milieu de peloton parce qu'on s'est loupé sur la monoplace, on a encore plus d'accidents que devant. Donc, elle pourra encore pleurer encore davantage. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Manu. Les débats d'assureurs, de constats et tout ça, déjà, c'est pénible. C'est en plus sur Next Gen Auto, on doit se mettre à suivre les qui rembourse qui, les constats du lundi, la décision de la FIA du mardi et MMA le mercredi avec la main. C'est ça, et puis ça va être compliqué, quoi. Et puis c'est comment tu chiffres ça. Et une pièce ne coûtera pas la même chose chez une équipe qu'une autre. Tout le monde devra tirer une compta pas possible. Et encore une fois, je ne comprends pas que les équipes de pointe ne comprennent pas qu'il faut budgéter les sorties de piste et accidents dans
dans leur budget de base, en fait. Enfin, parce que les petites équipes, même si elles n'ont pas la capacité ou ils n'arrivent pas à trouver un sponsor en plus pour payer une dépense imprévue, elle était prévue avant. On se rappelle de Williams qui faisait attention à ses pièces en 2019. Alors, c'était un peu triste parce que ça roulait avec des pièces fatiguées et la voiture était à deux doigts de tomber en ruine, mais n'empêche que ça, c'était un cas extrême. Ils n'en sont pas là, les top teams aujourd'hui. Et pourtant, c'est des équipes qui ont survécu en devant gérer ça et gérer d'autres problèmes. Donc, je ne peux pas croire qu'une équipe, une structure aussi puissante que Mercedes ou Red Bull ne soit pas capable de comprendre et d'envisager ça. Ça me dépasse totalement. Ouais. Et ils déplacent le débat. Il n'y a qu'eux qui le font, un peu Ferrari, mais ils déplacent complètement le débat. Comme le disait Franck, on pourra clôturer dessus, voilà, c'est simplement qu'ils ne le savaient pas, ils découvrent en fait. C'est-à-dire que comme eux, à l'époque, pour eux, jusqu'à l'an dernier, 1 million, c'était un truc qu'on mettait, voilà, c'était... Eux, ils dépensaient 1 million d'euros, comme nous, on dépense 15 centimes pour acheter un bonbon, mais voilà, et là, maintenant, soudainement, ils ont eu... tous les comptables qui sont arrivés qui ont dit écoutez, c'est quoi ça, ce bordel? Comment ça, 1,8 million sur un accident? Mais nous, on peut pas se permettre. Voilà, ils apprennent sur le tas que voilà, ils peuvent pas faire. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est Franz Tost qui a dit que ça coûterait cher en course chauffante, alors que AlphaTauri, c'est pas une des équipes qui est particulièrement au niveau du budget capé, mais même eux commencent à avoir des difficultés, bien sûr. Mais pour revenir effectivement à la question initiale, les couvertures chauffantes resteront. Ça, je crois que ça devient le débat. Ça fait je crois, maintenant 15 ans que la FIA avait annoncé la fin des couvertures chauffantes. Les équipes ont dit, mais c'est un scandale, c'est dangereux. On a dit, bon, bah d'accord. Et voilà, on est toujours là. C'est encore une fois, les couvertures chauffantes, ça, c'est l'un des outils peut-être les plus inutiles de la Formule 1 moderne, mais qui persiste depuis maintenant très, très, très longtemps. Écoutez, pourquoi pas, depuis, enfin voilà, ça continue. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'à partir du moment où une équipe va dire, c'est dangereux, on va dire, bah voilà, on peut pas le faire, c'est de la sécurité. On peut leur dire que tous les autres championnats du monde font ça sans couverture chauffante, ça se passe très bien. Personne n'a jamais eu de gros accidents parce qu'il y a eu des couvertures chauffantes. Voilà. Encore une fois, d'ailleurs, on dit c'est dangereux, mais encore une fois, si vos pneus sont froids, vous roulez moins vite. Donc si vous sortez de la piste, ça va faire moins mal. Donc je vois pas en quoi le danger est augmenté, mais ça, c'est peut-être ma vision qui est peut-être un peu trop simpliste. Ça leur coûtera plus cher en carbone. Oui, c'est ça, voilà. Donc, du coup, voilà. Ils vont pleurer sur les. Ce qu'ils vont économiser sur l'absence de couverture chauffante, ils vont devoir le réinjecter sur les ailerons. Enfin, ça va devenir un truc absolument imbuvable. Ça va devenir assez compliqué. Bon, 22h06, les amis. On va bien. Vas-y, Franck, vas-y. Non, en tout cas, ça nous permet de voir des images assez inédites, de voir chez Mercedes, chez Red Bull, des mécaniciens réparer des ailerons, refixer des réglettes, des choses qu'on ne voyait jamais avant chez eux. Ouais. Avant, on changeait un aileron, on le démontait, on le remplaçait. Voilà. Là, maintenant, on les voit les réparer, les couper, les retailler, des choses qu'on voyait dans les autres équipes. Et ça, voilà, c'est le budget de cap. Pour moi, c'est une des meilleures innovations qu'on a eues en F1 depuis très longtemps. Et de voir que la F1 2022 a été développée sous budget de cap, je pense que c'est vraiment ça qui est très prometteur. Voilà, je voulais finir sur ce très bon mot. Ce qui va être beau, c'est de voir la compta chez Mercedes et le petit pot de superglue qui doit être budgétisé. Oui, il y a une ligne, le pot de superglue Silverstone, il faut l'utiliser. Ça a coûté 35 centimes peut-être, mais Mais non, c'était le cadeau de la secrétaire à Toto Wolff pour Noël. Bah, attention, parce que ça peut devenir illégal cette affaire, attention. Hein. Moi, je peux disqualifier Mercedes pour un truc pareil, attention. Hein, ça peut être terrible. Écoutez, ça fait un petit peu plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble, les amis. On va mettre un terme à ce Grand Prix, le talk de la Formule 1. On revient lundi prochain, bien sûr. On préfacera le Grand Prix de Belgique, puisque la Formule 1 sera en fin de retour. Ça fait un bail déjà qu'on n'a pas eu de Grand Prix, mais finalement, vu tous les dramas de la première moitié de saison, c'est bien. Ça nous a permis un petit peu de souffler, mais rassurez-vous, ça reviendra dès la semaine prochaine. On se retrouve également demain sur cette chaîne Twitch pour le Racing Café, qui devrait à peu près durer 12 heures. Je pense qu'on est parti sur un truc terrible, puisqu'on vous parlera évidemment des 24 heures du Mans. C'est ce week-end, bien sûr, les 24 heures du Mans. Et on en parlera, on parlera de Formule 2, de WRC, d'IndyCar, on parlera un peu de Formule 1, parce qu'on parle toujours de Formule 1 dans le Racing Café. Vous le savez bien, bref, un très très beau programme qui vous attend. Puis retrouvez-moi aussi toute la semaine. On va essayer de vous faire des images depuis le circuit des 24 heures. On va essayer de faire des petits lives et tout ça pendant les séances. Tout ça, ça peut être très sympathique, bien sûr. Et puis de toute façon, ce sera pratique pour vous, puisque vous ne m'entendrez pas à 85% du temps, puisque les voitures passeront. Et que du coup, ma voix ne portera pas assez. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Franck, en tout cas d'avoir été là. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci à tous. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup le chat. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.